encore quelques personnes qui vont arriver, mais on va le quart d'heure de gloire nationale est passé. Donc, vraiment, bienvenue à cette soirée et déjà toujours un grand remerciement pour l'équipe d'Altaïr que vous avez croisée à l'entrée et qui organise chaque année ces conférences et bien d'autres choses. Donc, grand merci à cette équipe de bénévoles qui se consacre à faire vivre l'astrologie humaniste appliquée, mais aussi à être au service de la communication de la connaissance. C'est une association qui existe depuis 1991, et donc nous avons une bibliothèque, nous avons toutes les conférences enregistrées. Donc des gens vont dire est-ce qu'on peut enregistrer? Non, en fait l'association enregistre, et si on est adhérent de l'association, on peut avoir accès à toutes les conférences qui ont été enregistrées depuis 1991, de plein de gens, dont moi bien sûr. Mais vous allez voir sur notre site, vous avez toute la liste en fait des conférences accessibles sur CD. Et si vous connaissez des gens qui sont loin, maintenant on a même la possibilité d'écoute par Internet. Voilà. On se modernise beaucoup en ce moment. On fonde un nouveau monde, vous allez voir. Voilà. Donc on avance. Et puis nous avons des activités prévues pour le trimestre prochain. Et ces activités, vous ne les trouverez pas sur les papiers parce qu'on vient juste de les décider. Donc il faut que je m'en rappelle. Voilà, le mercredi 12 février, il y aura un atelier que j'animerai sur notre vie a-t-elle un sens? Vous savez, c'est des ateliers de 3 heures, hein, on est beaucoup moins nombreux qu'ici, et où effectivement je vous fais, avec votre thème natal, peu à peu avancer dans la compréhension de votre thème. Et puis nous aurons le samedi 21 mars, le jour du printemps, on ira visiter ce cadran solaire du lycée Stendhal, qui est une œuvre d'art incroyable, mais surtout un témoignage de l'astrologie par nos chers jésuites. Et on a choisi le 21 mars, bien sûr, le jour du printemps, on espère qu'il fera beau et qu'on aura la réflexion du soleil. Mais si vous ne connaissez pas ce cadran solaire, vraiment, il faut le connaître, c'est extraordinaire dans les escaliers de ce lycée. Et puis évidemment, je fais quelques commentaires qui éclairent un peu le propos quand même, puisque la plupart des gens ne savent pas très bien exactement comment ça marche. Donc voilà, pour ceux qui vous attendent, vous pouvez laisser vos coordonnées si vous voulez. Ce qui vous attend pour ce trimestre. Et puis, si vous voulez laisser vos coordonnées à l'entrée, quand vous sortirez, il n'y a pas de souci. Alors, ce soir, poser les fondations d'un nouveau monde. J'espère vous amener dans une aventure pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des astres et savoir comment, effectivement, ça peut se traduire dans nos vies. Donc, tout d'abord, nous sommes dans un cadre d'astrologie mondiale, et c'est un cadre très particulier de l'astrologie. C'est la toute première forme de l'astrologie, elle est collective, et elle nous permet de prendre du recul par rapport aux événements, de comprendre l'évolution de l'humanité et de mieux nous situer dans ce moment. Donc vraiment, la première chose, elle n'est pas centrée sur moi, même si ce soir, peut-être, il y a plein de choses qui vont résonner, bien sûr, dans votre propre histoire. Mais c'est cette vision que nous sommes une humanité et que nous fonctionnons profondément, inconsciemment, la plupart du temps, ensemble. Et mon objectif, c'est vraiment de vous faire partager la compréhension et la vision que nous offre l'astrologie. Éclairer les événements actuels, les intégrer dans la dynamique des cycles et de l'histoire, saisir leur sens. Parfois, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'astrologie, vous verrez, je m'appuie toujours dessus, vous pourrez penser que c'est juste mon idée comme ça, comme on discute au coin d'un café. Mais pas du tout. Ce que j'essaie de vous transmettre, c'est vraiment ce que les astres me permettent de comprendre, ce que la technique astrologique me permet de comprendre, et donc éclaire la vision du monde. Donc on est toujours avec un outil qui permet de décoder un certain nombre de choses avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de notion de conscience. Et c'est pour ça que ces conférences d'astrologie mondiale, elles sont vraiment dans une attitude, dans le but de donner de la conscience pour que notre façon d'agir dans le monde puisse être plus adéquate, je dirais. Parce que ces mouvements nous dépassent tellement, donc l'idée c'est de surfer correctement dessus, parce qu'on ne peut pas les changer. Par contre, on peut avoir un impact énorme dans le fait de les vivre consciemment, de se positionner et de prendre les vagues dans le bon sens. Et cet impact, il est collectif. Alors notre vaisseau, la Terre, cette belle Terre, l'inconscient collectif, c'est comme un océan. Donc imaginez, on pense là qu'on est chacun des individus, mais en fait on baigne tous quelque part dans la même zone, dans un même fleuve, dans un même océan. Et nous sommes des vagues.
Et ces vagues, plus elles sont conscientes des courants, mieux elles vont vivre avec l'océan, hein, et mieux elles vont gérer le chemin. Donc c'est comme s'il y avait une unité entière en fait entre nous, dont on n'est pas conscient, mais qui effectivement va se lever, parfois chez l'un, parfois chez l'autre. Hein. Voilà, on va chacun réagir à un moment donné en fonction de notre thème individuel, mais au final, ça fait cet océan. Donc mieux on fait les vagues, mieux ça se passe pour la collectivité. Alors voilà le plan bienvenue que l'on va suivre. Donc on va avoir 5 points. Hein. D'abord, on va voir les positions planétaires de l'année. Je vais aller assez vite parce que vous allez voir que j'ai un gros... Enfin, le 4e chapitre est très fort. Je vous parlerai de la notion de cycle parce que je vais l'aborder un peu différemment. Je sais qu'il y en a qui viennent tous les ans. Et donc là, je vais mettre les cycles en avant parce que c'est vraiment ce qui est important cette année. On verra la toile de fond de grands cycles de l'humanité qui sont vraiment en train de nous travailler, mais qui sont très très larges. Et puis, poser les fondations, ce sera le 4e chapitre où là, on va passer un bon bout de temps à comprendre quel est l'enjeu de l'année 2020 et des années futures, mais quelles sont les données vraiment de cette année. Voilà, et puis à la fin, synthèse et conclusion. Et si on veut, on pourra le changer. Ça vous va comme programme? Donc, voilà l'année 2020. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'astrologie, donc, on a une représentation d'un thème astrologique. Ça veut dire c'est la position des planètes lentes, en l'occurrence, là, hein, puisqu'on est dans la collectivité, autour du zodiaque. Donc, ce joli petit dessin, là, que vous voyez en rond, c'est le zodiaque. C'est donc, quand on dit je suis bélier, je suis taureau, je suis gémeaux, on dit qu'on a le soleil dans un de ces cycles. Cette roue, elle tourne dans ce sens-là. Vous la voyez, ma petite... Ouais, voilà. Et donc, on a des personnages qui sont très importants, qui sont là les planètes, qui sont les plus lentes. Et ce soir, on va beaucoup s'occuper de ces 3 personnages, parce que vous voyez que là, on a très peu, enfin, normalement, ou d'autres fois, il y a des planètes tout autour du zodiaque. Là, j'étais contente, j'ai pu pousser mon cercle sur le côté, c'était beaucoup plus pratique pour ma présentation. Mais, par contre, c'est très significatif qu'on ait les planètes qui sont quasiment en trigone, donc qui occupent un tiers en fait de ce zodiaque. Ça veut dire qu'elles sont très concentrées. Et donc, on va s'occuper ce soir d'une part de Pluton, qui est celui qu'on va nommer l'alchimiste ou le grand sorcier. Et donc, ça fait des années, depuis 2008 qu'il est en Capricorne, jusqu'en 2024. Et cette planète nous propose de très grosses transformations que je vais développer par rapport aux structures du Capricorne, qui sont des structures d'État, qui sont des structures d'autorité et de cadre. Lui, c'est le plus lent. Ensuite, on a l'idéologue, ou le grand mystique parfois, qui lui est en Poisson, vous voyez, depuis 2011 jusqu'en 2025, donc ça fait un certain temps, et qui est une planète qui nous porte vers un idéal, que ce soit un idéal politique, un idéal spirituel, un idéal de communion, dont je vous parlerai un peu ce soir, mais qui ne sera pas, comment dire, à l'honneur pour l'instant. Ensuite, dans l'ordre de leur rapidité, on a le révolutionnaire. Le révolutionnaire, il est en Taureau, et le révolutionnaire, comme son nom l'indique, quand il passe dans un signe, il amène une révolution et des changements, et donc il est en train de nous remettre en cause toutes les valeurs Taureau, donc de la terre, de l'agriculture, du rapport à l'argent, du rapport au bien. Hein. Et il a commencé en 2018-2019, donc pour l'instant, il vient juste de commencer, ça va jusqu'en 2026. Et ce soir, nous allons être amenés à beaucoup parler des 2 planètes qui entourent justement l'alchimiste. En premier, l'organisateur, puisque l'organisateur, lui, il passe à peu près 2 ans et demi dans un signe, et à chaque fois, il structure, c'est Saturne, hein, son travail, c'est structurer, organiser, découper, mettre en ordre. Et que cette année, il va passer du Capricorne en Verseau, mais il passe que 3 mois et demi en Verseau. Hein, voilà. Mais vous voyez qu'il y a une acoquinade de planètes, c'est-à-dire qu'ils sont tous concentrés à un endroit. C'est ça qui va être très important. Donc, Saturne, il organise, il structure. Et puis, on a le développeur, qui est Jupiter, qui lui va passer du Capricorne au Verseau, mais vraiment en fin
À partir de là, il doit y avoir, ça c'est 2020. Voilà. Donc vraiment en fin 2020, il va passer dans le signe du Verseau. Donc voilà les planètes dont on va s'occuper ce soir. Et en fait, ces planètes, au fur et à mesure, je vais vous les présenter. Et c'est les acteurs qui jouent dans le zodiaque, qui jouent donc dans notre inconscient et qui nous font bouger des parts de la société et des parts de nos vies. Et donc, l'idée ce soir, c'est qu'on va vraiment essayer de comprendre. Là, vous avez une image fixe, bien sûr, mais en fait, ces planètes, elles bougent. C'est-à-dire que chacune a un rythme différent, elle circule autour du zodiaque. Et comme elle circule à un rythme différent, eh ben, ça veut dire qu'elle génère un cycle. Et ce soir, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre la notion du cycle, dire qu'est-ce qui se passe quand deux planètes se rencontrent, comment un cycle se développe, et effectivement, du coup, comment ça nous informe sur l'état du moment présent. Donc la notion de cycle, c'est une notion, c'est un modèle dans l'astrologie qui est très important, et vous allez voir que c'est un modèle aussi général dans la vie, qu'il est très important de saisir, parce que tout va suivre en fait ce modèle d'évolution cyclique avec des étapes que l'on peut reconnaître. Et pour nous, le modèle du cycle, c'est quand deux planètes se rencontrent. Et quand deux planètes se rencontrent, et ben ça fait comme quand deux humains se rencontrent, et ben il y a une intimité qui se crée, il y a une fécondation, il y a un moment où elles sont vraiment ensemble. On appelle ça la conjonction, voilà, c'est logique, joint avec. Et quand deux planètes sont ensemble, elles vont se raconter plein de choses, elles vont se faire plein de projets. Et c'est comme un moment d'une naissance, en fait, ou une fécondation, si on compare au niveau d'un couple. C'est-à-dire qu'au démarrage, on ne sait pas du tout ce qu'elles vont générer réellement. Mais on sait qu'elles vont s'entrelacer, qu'elles vont échanger, qu'elles vont se féconder, et que va naître un projet. Alors, après une conjonction, eh ben, il va y avoir un démarrage de plein de choses nouvelles. Et au début, c'est un peu chaotique, un peu comme quand on est enceinte les 3 premiers mois, il y a des changements hormonaux, on ne sait pas trop où ça va tenir, ça ne va pas tenir, il y a plein de choses qui pourraient émerger. Donc quand ces deux planètes se rencontrent, on va avoir tout un temps où, effectivement, c'est chaotique, mais c'est le moment de plus grande liberté, parce que tout est possible. C'est le début d'une histoire, c'est le début d'une affaire, c'est le début d'une relation. En fait. Et cette année, vous allez voir qu'on est sur beaucoup de débuts. Comme ça. Donc, l'endroit de plus grande liberté, disent les Chinois, c'est quand quelque chose démarre, c'est là où on peut engager les choses à un niveau de conscience différent. Si on se rate au démarrage, ensuite la suite du cycle n'est pas toujours facile, parce que pour rattraper le coup, voilà. Donc, la conjonction, c'est quelque chose de très important en astro, et ce cycle que vous avez sous les yeux, il peut se dérouler en un mois, Soleil-Lune. Il peut se dérouler en 500 ans, mais plus Pluton. Voilà. Alors, le 1 mois, on ne va pas s'occuper de ça ce soir, mais on va s'occuper de cycles de 34 ans, de 72 ans, enfin, de grands cycles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand les planètes se rencontrent, on est content, mais effectivement, on sait qu'il va y avoir là une zone de création et de nouveauté. Et cette création, elle va mettre tout ce cycle-là à aller au bout de son histoire. C'est-à-dire que quelque temps après, je vais dire comme ça, va apparaître les premiers signes de cette création, et c'est surtout au 45 degrés que ça va émerger. Mais c'est la première émergence, comme une fleur commence à sortir de terre. On ne sait pas bien où ça va. Ça pointe exactement comme au printemps, quand les fleurs commencent à sortir, les personnages de la neige, est-ce qu'elles vont y arriver? Donc, quelque chose de nouveau est en train d'apparaître, et puis après, ça passe dans une phase de construction, c'est-à-dire que on va nourrir le projet de ce cycle, on va nourrir, lui donner des pistes, des possibilités, des ouvertures. Arrive un moment du cycle très important où il va falloir décider exactement ce qu'on fait. Si je reprends dans une relation, après c'est bien éclaté, avoir plein d'idées sur ce qu'on pourrait faire, après avoir commencé à prendre une petite forme, à dire bon bah quand même on est vraiment ensemble, mais on ne sait pas encore si on va se marier, se paxer, construire une famille, partir en voyage. On ne sait pas encore vraiment quelle forme va prendre définitivement le projet. Et bien c'est au carré qu'il faut s'engager. Les deux planètes s'engueulent généralement pour décider. Alors qu'est-ce qu'on fait vraiment pour de vrai, quoi, Et donc, quand ça passe ce carré, ensuite ça ouvre des pistes.
Je vais vous le faire vite, parce qu'on va s'occuper beaucoup de la conjonction, mais c'est pour vous dire que tout ce qui se lance aujourd'hui, on va être beaucoup en conjonction, et bien ensuite, ça va se développer sur tout le cycle. Alors, on passe une crise en ne sachant pas où est-ce qu'on va dans le projet. Une fois qu'on a décidé, si on a décidé, derrière, on a des ouvertures. Si on ne décide pas la forme, derrière, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, ça grandit. Ça grandit, il y a même une crise de croissance. À un moment, le projet prend vraiment de l'ampleur et il faut encore aller plus loin, il faut encore oser plus loin. À un moment, on sent bien qu'on est au bout du truc et donc il faut améliorer. Et puis, il y a un moment clé où, dans des conférences d'astrologie mondiale, j'en ai traité, des moments d'opposition, où on se dit, ah ben tiens, c'est là qu'on est arrivé. Ah ben c'est ça qu'on a réussi à faire ensemble. C'est un moment de prise de conscience, de constat. Alors des fois, on est vraiment très content. Les gens disent, ah waouh, t'as vu ce que vous avez créé quand même, c'est super, parce que c'est deux planètes qu'on crée. Hein. Des fois, on se dit, oh, on a dû rater quelque chose. Hein. Mais peu importe, parce qu'au moment de la prise de conscience, on peut justement réaliser comment on a fait pour réussir, comment on a fait pour mitiger ou comment on a fait pour rater. Alors en astrologie mondiale, ces moments-là sont des fois un peu compliqués, parce que la conscience mondiale, souvent, rate un peu des projets, quand même, hein, il faut le dire. Ouais. Enfin, je suis un peu méchante, mais bon, voilà, c'est quand même une réalité. Donc, opposition, c'est là qu'on réalise vraiment. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce qu'au démarrage, on ne sait pas où on va. Et vous allez voir qu'on est sur plein de cycles où on ne sait pas du tout où on va, parce qu'on est en pleine croissance. Hein. Et que, souvent on est inquiet, hein, évidemment, et par contre savoir qu'effectivement on est en train de poursuivre un fil, c'est très important, puisque du coup on va aller dans l'élan. Bon, une fois qu'on a pris conscience de là où on était arrivé, eh ben on change de cap, puisque les choses sont faites, on ne va pas les faire. Hein. C'est le moment de travailler sur la conscience de ce qu'on a réalisé. Et du coup, on va passer tout ce temps-là à partager avec d'autres, à échanger avec d'autres, en tirer des conclusions, en faire des modèles sociaux, des modèles de fonctionnement. Voilà. Donc, on va vraiment prendre conscience et partager tout ce que l'on a compris de ce que l'on a créé. Puis arrive un moment où on se réoriente, hein, puisque voilà, on est arrivé au bout, il s'agit de retrouver le cœur de la relation. C'était quoi qui nous animait au tout démarrage, hein? C'était quoi? On en avait plein de projets en fait, hein. On en a réalisé peut-être un ou deux ou trois. Hein. Mais donc, c'est quoi le sens de cette histoire, de cette rencontre? C'est quoi le sens de ce qui est advenu? Et donc, on se réoriente, et donc du coup, on va redéfinir la trajectoire pour chercher des solutions, pour pouvoir vraiment comprendre profondément ce que l'on a fait. Et puis, on arrive à un moment donné où on lâche prise au passé. Ça, c'était le thème de la conférence. Pendant 2 ans, je vous ai parlé de lâcher prise au passé, parce que beaucoup de cycles étaient là. Il faut d'abord lâcher le passé, en tirer des conclusions, pour pouvoir redémarrer. Alors cette année, vous allez voir qu'on a beaucoup de démarrages et qu'on a encore des finalisations. Hein. Et c'est très important de savoir conclure, parce que conclure et nettoyer la terre pour que de nouvelles semences puissent redémarrer. Puisque les planètes se rencontrent de nouveau, font ce qu'elles ont à faire, et qu'elles vont réensemencer le monde d'une nouvelle impulsion. Donc, à certains endroits, nous sommes en croissance, et je vais vous expliquer tout ça, puis à certains endroits, par exemple pour l'Europe, là, on est vraiment au final et au redémarrage à la fin de l'année. Ça va ? Alors, j'avais envie de vous parler des grands cycles. Alors, je sais que j'avais écrit un texte dessus, mais là, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est pas compliqué. Tout d'abord, il faut comprendre que les planètes, tout à l'heure, je vous ai présenté l'alchimiste ou le grand sorcier, Pluton, il fait 240, pour faire le tour du zodiaque, c'est 248 ans. Comme on l'a découvert en 1930, il n'a pas encore fait un tour. Hein. Donc, tout de suite, on pense qu'il peut y avoir des grands cycles. Hein. Ça nous dépasse un peu. Neptune, le grand idéaliste, lui, c'est 164. On n'a pas de chance de vivre un cycle entier non plus. Hein. Donc, ça veut dire que ça, c'est des phénomènes qui dépassent vraiment la vie d'un homme. Et c'est pour ça que Uranus, le révolutionnaire, c'est 84 ans. Alors maintenant, on y arrive bien ça. Hein. Mais il y a quelques années, en arrière, c'était assez rare de pouvoir faire un tour entier. Hein. Donc, on a la chance maintenant de pouvoir faire un tour d'Uranus
mais un seul pas. 2, c'est plus difficile. Et donc c'est pour ça qu'on les donne les règles transpersonnelles qui nous dépassent au-delà de notre personne. Et les cycles qu'elles forment, je vous parlais d'un mois tout à l'heure Soleil et Lune, mais Pluton-Neptune, c'est des histoires de 500 ans. Alors on est un peu dépassé par l'affaire quand même. Quand Pluton et Neptune se rencontrent, alors quand elles se sont rencontrées, elles se disent plein de choses et elles vont mettre 500 ans à développer l'affaire. Quand Neptune-Uranus se rencontrent, cycle dont je vous ai pas mal parlé l'année dernière et l'année d'avant, 172 ans d'histoire. Oui, c'est pas des amourettes, quoi. Et quand Pluton et Uranus se rencontrent, 139 ans. Alors, j'ai mis des environs, comme vous pourrez noter, parce qu'en fonction, voilà, comme c'est des ellipses, bref, les temps peuvent changer légèrement, à quelques années près. On s'en fout un peu. Donc, tous ces cycles, ces grands cycles, sont tous en croissance. Donc, ces mastodontes, Uranus, Neptune, Pluton, ils sont tous féconds d'histoires qui nous dépassent et qui poussent l'humanité à une évolution. Alors, je vais préciser la chose, mais c'est important de situer ce qui se joue dans le monde aujourd'hui, déjà avec cette toile de fond. Alors, pourquoi ils sont tous en croissance? Regardez, ils sont bien rangés. On tourne comme ça, je vous rappelle. Pluton, c'est le plus lent, il est là. Neptune, un peu plus rapide, elle est là. Uranus, plus rapide, il est là. Tout le monde est rangé dans l'ordre. Enfin, quand on passe, elles sont en conjonction, et elles, vous allez voir, c'est en 1892 qu'elles étaient en conjonction. Vous comprenez le processus? Alors, c'est quoi ce son? Il y a un hélicoptère dans la salle, il y a... La croissance, oui, c'est bizarre. C'est les changements. Il y a des changements climatiques, c'est ça? Dans la salle. Bon, peut-être que ce serait bien d'appeler bien quand même, si ça continue à décoller. J'aime pas quand quelque chose trouve ma voix, moi. Ça l'a déjà fait tout à l'heure. Ah bon? Ça s'est calmé ensuite. Ok. Alors, les grands cycles. Pluton-Neptune, 500 ans. Ils sont rencontrés en 1891-92, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Gémeaux. Donc ça fait bien longtemps qu'ils se sont rencontrés. Et en fait, depuis 1950 jusqu'en 2032, donc quand ils sont rencontrés, c'est la conjonction, c'est l'union, c'est cette fécondation. Et pour tout le monde qui est dans la salle, parce que 1950 jusqu'en 2032, ils sont en phase de construction. Vous vous rappelez, dans le cycle, clac, non, c'est plus loin, voilà. Ils sont rencontrés en 1892, et là, ils sont dans la phase de construction. Vous allez me dire, ils sont bien longs, 500 ans, ça dure, voilà. Mais ça veut dire que, tout à l'heure, je vous donnerai le contenu, que effectivement, ça, c'est en train de se construire, donc on ne sait pas encore où ça va, c'est en train de se nourrir. Uranus et Pluton sont rencontrés en 65-66, et là, ils sont en phase d'application concrète. C'est-à-dire, après le carré, on a passé le carré de 2012 à 2015, et ils sont en pleine application de croissance. Donc on ne sait pas non plus où ils nous emmènent. Et Neptune et Uranus, 172 ans, eux, ils sont rencontrés en 1993, et donc ils sont en phase d'émergence tout au début du cycle. Vous savez, quand ça a commencé à émerger, et ça, j'ai passé 2 conférences dessus. Alors, du coup, voilà, on sait que c'est des histoires, quelque chose est en train de grandir. Mais quoi? Pour Pluton-Neptune, je vous ai fait ça en très synthétique, un jour vous le ferez vraiment complètement, mais il s'agit de la mutation de nos croyances fondamentales. En fait, c'est la rencontre entre les profondeurs de la matière, Pluton, et de l'infini céleste, de l'immensité, Neptune. Et c'est la conjugaison de l'ombre de l'humanité avec ses idéaux les plus hauts. Donc c'est un défi énorme, Neptune-Pluton, puisque on les a découverts, Neptune, au XVIIIe siècle, Pluton au XXe siècle. Donc ils sont très frais dans la conscience de l'humanité, c'est l'ancien, mais nous, on a pu les voir. Et effectivement, leur union, ils sont en phase de construction pour réussir à nous faire tisser la vision céleste de l'être humain
où parfois nous nous croyons très très grands et très très vastes, et nous le sommes pour de vrai, et les visions très profondes de l'être humain, où nous sommes tout autant diaboliques que divins, hein, diaboliques qu'angéliques, et que dans les profondeurs de l'être humain, il y a de l'ombre. Alors comment tisser tout ça? Eh bien, ils y travaillent. Mais comme ils sont en phase de construction, on n'a pas du tout d'idée, c'est en train de mélanger les choses, hein, et c'est en train d'ouvrir des portes. Donc, ils font naître une dualité nouvelle. Uranus-Pluton, là j'ai vraiment résumé à la révolution technologique en marche, qui modifie totalement nos façons de vivre. 65-66, le tournant 2012-2015, c'était un tournant très violent, et en même temps on voit sur le plan technologique, sur le plan vraiment de toutes nos vies, à quel point on a une mutation radicale, même du rapport homme-femme qui est aussi lié, hein, on a une mutation radicale. Donc ça, on ne sait pas non plus où ça nous amène, bientôt on aura des smartphones greffés partout, mais n'empêche que c'est vachement pratique en même temps, vous voyez, je m'en sers tout le temps. Donc il y a quelque chose qui est en train de faire muter l'humanité par les outils qu'on arrive à acquérir et par les possibilités que ça nous ouvre sur un plan technique, scientifique, médical, enfin toutes les possibilités. Et puis Neptune-Uranus, c'est la révolution de nos idéaux politiques et de nos croyances religieuses et spirituelles, puisque Neptune nous parle de nos croyances plus mystiques, et Uranus, lui, il les révolutionne. Et ce cycle, il est en émergence seulement, hein, donc il est tout nouveau, 93, donc il pousse, voilà, tout ça, ça pousse. Donc c'est important de voir que ce qui se joue dans l'humanité aujourd'hui, on a vraiment en émergence des changements de fond, des lames de fond, puisqu'on est dans l'océan, hein, mais que ces lames de fond, elles sont en train de nous pousser vers quelque chose où on ne sait pas où on va. Par contre, l'important, c'est de pouvoir aller avec ces lames de fond, puisque effectivement, elles nous portent à découvrir des choses que vous avez vu que l'humanité n'avait pas encore découvertes. Et là, je vais vraiment aborder mon propos central, qui est poser les fondations du nouveau monde. Alors, pourquoi poser des fondations? Eh bien, parce que vous avez remarqué que eux, ils ont rendez-vous tous au même endroit, entre le Capricorne et le Verseau, hein, et que je vous ai parlé de conjonction en parlant de 2 planètes, mais là, je ne sais pas si c'est moral ou immoral, ils s'y sont mis à 3. Voilà. Mais on ne va pas se mêler de cette affaire-là, hein, on ne va pas être jugeant. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'ils soient 3, eh ben, ça donne, c'est pas courant, hein, et c'est-à-dire original, quoi. Et ça donne beaucoup plus de pouvoir, hein, puisque c'est à 3 qui fusionnent et qui se conjoignent pour pouvoir amorcer un nouveau cycle. Souvenez-vous, la conjonction, c'est le démarrage. Donc, qui se rassemble dans ce grand lit? Alors, on a l'alchimiste, évidemment, c'est le plus lent, donc on va porter beaucoup notre regard sur lui, puisque c'est lui qui va donner la tonalité de fond, hein, à cette affaire. On a l'organisateur, lui, il fait le tour en 29 ans, donc il est beaucoup plus rapide, hein, et qui rencontre l'alchimiste, donc il va y avoir une rencontre entre le grand sorcier et l'organisateur de nos sociétés. Et puis le développeur passant par là dit: moi, je vais développer les projets. Donc à 3, ils vont ensemencer. Cette conjonction, la rencontre, le moment de la fécondation de ces 3 personnages, c'est l'étape de la création et du démarrage. En même temps, c'est très très fort, et je fais plaisantant parce qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose de puissant dans la question de démarrer. Et en même temps, c'est des périodes toujours assez dangereuses, hein. Vous allez voir que les 3 personnages, certes, ils font une belle conjonction et une petite ambiance sympathique, mais quand même, c'est 3 mastodontes compliqués, hein. Donc du coup, comment nous allons, l'humanité, réagir et pouvoir créer avec eux une nouvelle dynamique, ça, c'est pas toujours si simple. Ça va, c'est clair? Alors, fondation, pourquoi fondation? Parce que quand c'est une conjonction, c'est profond, hein. C'est-à-dire qu'au début de la rencontre, on ne sait pas tout ce qu'il y a dedans. Comme les fondations, ça va créer la maison au-dessus, c'est sûr. Enfin, la maison va se poser dessus. Mais c'est des choses qui se passent en profondeur. Voilà pourquoi le mot fondation. Et puis fondation, parce qu'on est beaucoup dans du Capricorne, aussi du Verseau, et que c'est un signe de terre. Donc ça fonde quelque chose dans la terre, même dans le roc ou dans le rocher. Il y a une partie qui va partir dans l'air, hein,
mais, parce qu'il y a le Verseau persillaire, mais globalement, il y a quelque chose de très profond. Ça ne s'arrête pas, hein, le bruit. Ça vous gêne pas derrière? Ah, c'est chaud. Bon. Alors, Pluton, Saturne, Jupiter, en 2020, nous verrons 3 cycles s'engager. Le cycle Saturne-Pluton, dont on va parler longuement, durait 34 ans. Hein. Donc c'est 34 ans d'histoire, et tous les 34 ans environ, ils se retrouvent. Mais là, c'est la grande rencontre. Et ça nous parle de quoi? De l'organisation, de la structuration, ça c'est pour Saturne, des pouvoirs visibles et invisibles. J'expliquerai plus ce que ça veut dire. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire, les pouvoirs que l'on voit et ceux que l'on ne voit pas. Et ça a lieu quasiment demain, donc après le Nouvel An, hein, le 12 janvier 2020. Ça va avoir lieu une fois à l'entrée de l'année. Mais donc cette rencontre, la fécondation, 34 ans derrière l'histoire. Hein. J'exagère un peu. Bien que toute l'année va être sur cette rencontre. Hein, mais la date exacte, c'est effectivement janvier. Ensuite, on a Jupiter et Pluton, puisqu'ils étaient 3. Là, c'est un cycle de 13 ans. Donc, c'est des cycles beaucoup plus courts, mais c'est des cycles très importants de développement social. Développement des pouvoirs visibles et invisibles, développement des forces de révolte. Avril 2020, juin 2020 et novembre 2020. Donc ces deux-là, ils ont décidé de se rencontrer à plusieurs reprises. Donc ils vont marquer sur toute l'année, quand ils se rencontrent à plusieurs reprises, c'est du coup plus fort parce qu'il y a plusieurs fécondations. Hein. Ils font plus de possibilités, de potentiel, et donc du coup, ça nous suit vraiment toute l'année de faire émerger quelque chose de neuf. Et puis, pour clore en finale de l'année, le cycle Jupiter-Saturne, qui lui dure 20 ans, et qui nous parle de l'organisation du développement des sociétés. Donc très important, vous verrez, pour l'Europe, très important pour tous nos projets personnels et sociaux. Et là, c'est vraiment la fin de l'année, ce sera pour le solstice d'hiver, 21-12-2020. Voilà. Et eux, ils vont se rencontrer en Verseau. Voilà. Donc il va nous offrir un peu plus d'air, de vision, de possibilités d'innovation. Donc voilà les cycles dont je vais vous parler. Donc, les conjonctions, j'ai déjà insisté dessus, mais le début des cycles, le temps de l'impulsion créatrice, le germe d'une nouvelle dynamique. Le moment où il y a le plus de liberté, ça c'est très important de le comprendre, et d'inconscience sur le mouvement qui démarre. Et voilà, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, parce que plus on met de la conscience sur ce qui est en train de démarrer, plus on sait l'importance, plus on peut accompagner le mouvement. Et c'est la meilleure conjoncture pour être créatif. Alors, on n'y voit rien, on ne comprend rien, mais je ne sais pas si vous avez déjà créé quoi que ce soit dans votre vie, que ce soit un spectacle, une conférence, le moment où on crée, il y a un moment où on ne sait plus où on ne voit plus rien, on ne sait pas où on va, on commence à perdre ses vies, et puis à un moment donné, on s'aperçoit que ben, c'est le projet il est là, c'est fait. Donc, il faut oser être créatif dans ces moments-là, oser aller de l'avant, même si on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de créer. Là, quand on crée, on ne sait jamais ce qui va réellement émerger, en réalité. C'est une fois que c'est fait. Ah ouais, ça y est, c'est fait. Alors, la conjonction Saturne-Pluton, donc, là, tout simplement, je vous ai mis, pour vous montrer vraiment astrologiquement le déplacement des planètes. Donc, à chaque fois, on est sur les dates adéquates. Donc, vous voyez que là, Saturne et Pluton sont exactement sur le même degré. C'est ça qu'on appelle vraiment la conjonction. Et puis ensuite, Jupiter-Pluton, ils le font 3 fois, mais j'ai mis qu'une date. Voilà, où ils sont vraiment ensemble. Et puis ensuite, donc là, vous voyez que ça bouge, j'espère. Vous avez Saturne et Jupiter qui arrivent là en début du Verseau et qui sont vraiment ensemble. Donc, ça déroule un peu l'année, et vous voyez comment les planètes sont en mouvement. Alors maintenant, nous allons plonger pour mieux connaître Pluton et mieux comprendre quel est son rôle dans ces conjonctions, puisque c'est un des partenaires du trio, et c'est le partenaire le plus lourd du trio, celui qui donne la tonalité. Donc vous avez sa tête là, photo d'identité.
Alors Pluton, c'est le grand sorcier. Depuis sa découverte en 1930, il nous fait découvrir les profondeurs de la matière et le pouvoir de l'infiniment petit. C'est vraiment la mutation de la physique qui s'est engagée, on va dire, avec ce travail de Pluton, où on a découvert la puissance de ce qu'il y avait dans la matière, alors qu'on est dans des idéologies beaucoup plus où l'esprit est sacré et la matière est basse. Hein. Et on s'est aperçu qu'il y avait un peu de puissance dedans. Il nous fait plonger dans les entrailles de la Terre pour découvrir sa richesse. Alors bien sûr tous les métaux, hein, mais le pétrole entre autres. Et le pétrole, c'est quelque peu important pour le monde. C'est très très plutonien le pétrole, puisque ça met des millénaires à se créer. Hein, et en fait c'est sous la Terre, et c'est une énergie incroyable. Voilà. Donc Pluton est vraiment en lien avec ce travail du temps et de l'alchimie de la matière, et que de cette alchimie de la matière, on va avoir une puissance incroyable qui peut être extrêmement polluante et un vrai poison pour la vie, ou qui peut être quelque chose qui va nous amener de l'énergie, et là je ne parle pas pour le pétrole, mais voire même un élixir de guérison. Pluton, il nous révèle les profondeurs de l'âme humaine, de l'ombre de notre pouvoir de destruction jusqu'à notre puissance de régénération. Alors il est un peu dérangeant parce qu'il fonctionne toujours de la même façon. D'abord, il nous met la nez dans nos problèmes, on va dire. Il nous montre qu'on n'est pas si gentil que ça, si bon que ça, si bien que ça, qu'on a des bonnes intentions. Donc, enfin, des fois, avec les bonnes intentions, on sait qu'on a des mauvais résultats. Hein. Donc, voilà, il nous montre vraiment l'envers de l'humanité. Et c'est pour lui faire découvrir, exactement comme pour le pétrole, c'est pour nous faire découvrir notre puissance de régénération et de transformation. Donc il est l'alchimiste qui nous demande de devenir des humains authentiques. Il y en a qui arrêter de se prendre pour des dieux, mais il a arrêté de se prendre pour des nuls aussi, hein, authentiques, d'être entre ciel et terre. Cela signifie la conscience de nos ombres et leur mutation en puissance lumineuse de transformation. Il nous appelle à devenir des êtres véritiques. Hein, vraiment, dans la vérité de l'être, qui je suis vraiment. Alors c'est un gros programme, hein, évidemment. Et pour ça, il nous secoue parfois un peu sérieusement. Donc voilà quelle tête il a représenté par la mythologie grecque, hein, Hadès. Donc le changement actuel du monde va dépendre des niveaux de conscience avec lesquels Pluton va œuvrer dans l'humanité. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que en soi, Pluton, il est ni bon ni mauvais, il fait son boulot. Mais nous, en tant qu'humains, et là je parle des 7 milliards que nous sommes sur la Terre, hein, nous allons le vivre à des niveaux de conscience très différents, suivant notre propre évolution. Et du coup, quand il œuvre, eh ben, c'est en fonction de la conscience des 7 milliards d'êtres humains, et peut-être d'autres choses d'ailleurs, hein, que les événements vont arriver, ou qu'on va vivre telle ou telle chose. Donc, on va être amené à explorer les niveaux de conscience de Pluton pour mieux comprendre les différents phénomènes. Alors, des niveaux de conscience avec lesquels Pluton va œuvrer dans l'humanité, de nos capacités à canaliser et structurer sa puissance par Saturne, de nos aptitudes à développer les projets authentiques et durables par Jupiter, puisqu'il est avec Saturne et Jupiter. Donc, les niveaux de conscience de Pluton, je vais vous les faire en rapide, mais le premier niveau de conscience, celui qu'on n'aime pas beaucoup, mais qui est très courant, c'est le pouvoir du silence. C'est-à-dire que la confrontation à la mort, au deuil, à la douleur, à la souffrance, c'est des choses qu'on a du mal à dire ou à être clair avec. Et souvent, c'est des choses qu'on enfouit et dont on ne parle pas. Et c'est comme quelque chose qui va faire les couches de pétrole. Un jour, ça rejaillit. Hein. C'est aussi la haine enfouie dans nos entrailles suite à tant d'injustices. Hein. Alors, injustice, chacun a les siennes. Il y a des injustices historiques. Il y a des histoires entre les pays qui créent une haine incroyable, des réserves de haine collective énormes. Hein. On en a créé en 14-18, on en a créé en 1945, on en crée encore régulièrement, hein, par des injustices. Voilà, donc,
Tout ça s'est enfoui dans les entrailles. Parfois c'est des blessures de jalousie, parfois c'est plus personnel, on va dire. Mais c'est souvent des choses qui vont être en dessous. Hein. C'est rare qu'elles émergent et qu'on en soit vraiment conscient. Le poids du silence et de l'invisible, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on ne met pas de mots. Par exemple, quand on est dans un terrain mafieux, on se la ferme. C'est conseillé. Donc parfois, on se dit, le terrain mafieux, moi je fais content. Mais des fois, en entreprise, il y a des zones un peu mafieuses. Et surtout, on fait comme si de rien n'était. C'est le pouvoir du silence. Le pouvoir caché et manipulateur, les fausses informations, ça vous dit quelque chose, hein? Comment on manipule une population. Et dans ce niveau de conscience, il y a un grand schéma à l'œuvre, alors qui est un grand classique, hein? C'est sauveur, victime, persécuteur. Voilà. Donc il y a des victimes, des sauveurs qui arrivent, et puis ensuite ils se persécutent les uns les autres. Voilà, c'est un schéma très très connu dans l'humanité, qu'on pratique beaucoup, souvent inconsciemment, souvent en silence. Et évidemment, en persécuteur, on n'aime pas l'être, mais on tourne sur les trois. Donc généralement, on préfère être sauveur au départ. Mais les rôles changent, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, ce niveau de silence, c'est ne pas voir, ne pas dire, ne pas sentir. Moi, avoir rien vu. Hein? Donc, j'ai mis ici vivre comme une ombre en esclavage, parce que c'est dans le mythe de Pluton. Et je pense que quand même, il y a des personnes qui ont, certainement pas consciemment, mais quoique, le projet. Hein? Un projet d'avoir une masse d'individus qui travaillent et qui sont comme des ombres en esclavage pour que quelques-uns puissent vivre d'une façon extraordinaire. Ils ne sont pas heureux, hein, tant pis pour eux. Hein. Mais vivre Pluton, il peut nous amener à des moments à être comme des ombres en esclavage. Alors, pensons aux mines, hein, pensons à des moments de l'histoire où pensons aux tranchées 14-18, est-ce que vous n'étiez pas des véritables esclaves, hein? Donc, c'est important de voir que dans Pluton, on peut avoir, il faut que ça se réalise, mais peut-être des personnes qui ont cette perspective-là, qu'un tas d'humains qui travaillent en esclavage serait dans le vachement plus pratique. Hein. Voilà, ça serait repas, ça serait le manif, hein. Ça serait la dalle, et ça produit. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut en être conscient parce que je pense qu'il y a des plans de cet ordre-là qui sont actifs. Alors ce Pluton, il est vraiment en contact avec les zones de pulsion, avec le monde de nos pulsions. En le monde de nos pulsions, on ne les connaît pas bien, il y a la pulsion de vie qui est la régénération. Même face à la mort, on a envie de faire l'amour et de faire des bébés parce que c'est la vie. Et Pluton, il a une force de vie, de régénération, de rebondissement, de résurrection qui est juste incroyable. Il y a une pulsion qui, des fois, est compliquée à gérer, c'est la pulsion sexuelle, hein, qui amène à la reproduction, bien sûr. On a d'autres pulsions orales où on veut dévorer. Alors, des fois, on dévore des choses, des fois, on dévore des gens. Hein. C'est moins sympathique. Là, je pense sur le plan psychique, sur le plan psychique. Il y a les pulsions du plaisir, où on veut tellement de plaisir qu'on n'arrête pas de jouir, de s'attacher plus à jouir. Il y a des pulsions de mort et de destruction, où on peut se détruire, se suicider et détruire tout autour de soi. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, hein. Nous avons tous tout ça. Hein. Voilà. On est plus ou moins conscients, mais on a tous quelque part. Voilà. Nous avons la pulsion d'agressivité, donc de la violence à l'intérieur de nous. Une pulsion de pouvoir ou de domination ou de soumission, ça dépend, on peut changer les rôles, hein, mais ça peut se manifester pour les deux. Et puis une pulsion extraordinaire de survie. Pluton, c'est une réserve d'énergie juste incroyable, parce que tout ça, ça nous rend vivants. Tout le souci, c'est quand même de canaliser un minimum la chose. Donc, parfois, on canalise tellement fort qu'on est dépressif et qu'on est mal, parce qu'on n'est plus en contact avec la vie. Hein. Puis parfois, on se fait pulsionnel total, et là, on est vraiment dangereux. Donc, c'est tout le travail de pouvoir approcher ce monde des pulsions, qui nous habite pour chacun, mais qui habite aussi tout l'inconscient collectif, dans l'océan et ça. Comment on fait avec? Et comment on peut être en contact avec cette énergie de vie sans forcément être débordé. Donc ça c'est dans l'invisible, hein. C'est des choses qu'on connaît depuis, c'est à partir du 19e qu'on a commencé à s'occuper de ça, et c'est tout le 20e. Hein. Donc ce qui est caché, on est toujours sur le pouvoir de l'invisible. Donc j'ai essayé de résumer, vous pouvez penser à plein de choses. Hein. Sur le plan mondial, ce qui est caché et en même temps visible, mais quand même caché, c'est la mainmise de façon internationale sur l'humanité
par le monde de la finance et les entreprises internationales. Et oui. C'est-à-dire que là, on a un pouvoir qu'on ne croise pas tous les jours, on ne sait pas qui sont ces gens, on ne les a pas élus, mais il y a une puissance énorme qui gère le monde d'une façon assez cachée. Sur le plan sociétal, la démocratie en danger et le problème de la transparence de nos institutions. Démocratie en danger, vous voyez qu'on arrive à manipuler les foules pour voter à peu près n'importe quoi, et on ne sait plus très bien quand on vote si on vote pour des gens qui vont réussir à faire ce qu'ils voudraient faire. Pensons que la dictature est un modèle bien plus présent que la démocratie, dans le monde j'entends, et qu'elle reste le modèle le plus puissant, le plus fort. Le plus puissant dans le sens de nombre de gens qui sont sous dictature, c'est ça que je veux dire. La corruption des systèmes et des personnes, c'est aussi quelque chose qui est excessivement présent et qui est caché, et qui peut effectivement amener à tout un tas de choses. Sur le plan individuel, généralement, on ne se montre pas comme ça tout de suite en disant coucou, je me présente, j'ai une haine terrible, je fais quelque chose, enfin bon, normalement on fait pas, on se tient bien. Mais n'empêche qu'on peut avoir de la haine, qu'on peut avoir une jalousie terrible pour tas de raisons, pour quelqu'un, le besoin d'avoir, encore et encore, la colère, ne demandez pas comme je veux, voilà. Ça peut émerger en violence, j'ai tout cassé, ça fait des féminicides, ça fait des casses dans la rue. Donc les pulsions de destruction et puis de domination aussi. Voilà, ce désir de dominer son monde, de dominer les autres. Et donc dans ce qui est caché, donc ce niveau pas terrible, je vais vous parler de niveau plus sympathique, mais bon. Voilà, moi j'appelle aussi le Dieu profit, parce qu'il y a vraiment dans ce monde, comme si on avait perdu toute une vision, je dirais, un peu plus subtile ou spirituelle de la vie, et que, apparemment, beaucoup de manettes sont tirées par le Dieu profit, ou le profit, c'est avant tout. Donc, comme maître du monde, parce que Pluton peut avoir, c'est Pluton le riche, ce côté-là, tant qu'on ne l'a pas transformé ou transformé, ou en tout cas compris comment utiliser une richesse intérieure et pas forcément que de la richesse extérieure. Stéphane essaye, il faut comprendre que la violence tourne le dos à l'espoir, il faut lui préférer l'espérance de la non-violence. Parce que bien sûr, ces zones cachées, elles génèrent de la violence. Parce que parfois on se sent impuissant, alors on devient puissant en étant violent. Enfin, on n'est pas puissant quand on est violent, on croit qu'on est plus puissant. Bon, alors on peut changer de niveau pour Pluton, donc il va pouvoir agir dans ces conjonctions sur le plan lucidité. Alors c'est pas tellement plus drôle, mais déjà un peu plus de lumière. Quand on devient lucide, on voit clair dans les manipulations humaines et les souffrances cachées. Parce que très souvent, ces manipulations, ça vient aussi de toutes ces souffrances cachées, de toutes ces blessures. Et du coup, ça peut nous rendre un peu dépressifs et sentiments d'impuissance, parce que qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça, Et la lucidité permet de regarder en face au moins l'ombre du monde, d'arrêter de penser, de ne pas vouloir le voir. Parce que dans le premier plan, souvent, on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir. Alors l'ombre, c'est pas compliqué si vous la cherchez. Voilà, il y a 3 mots: pouvoir, argent, sexe. Avec ces 3-là, vous devez la repérer facilement. Vous mettez vos lunettes, pouvoir, argent, sexe. Pouvoir, argent, sexe. Et vous verrez, elle apparaît à plein d'endroits. C'est vraiment les trois données. Et quand on commence à comprendre l'ombre ou à voir l'ombre, l'idée c'est de la prise de distance. C'est-à-dire de commencer à réaliser comment notre propre ombre, nos blessures, nos machins, nos désirs de domination, enfin tout le bazar que je vous ai raconté, comment elle est en train de nous manipuler, parce que des fois on est manipulé par-dessus, puis en dessous, par-dessus on sourit, puis par-dessous, Vous voyez ce que je veux dire? Donc la lucidité, c'est qu'on commence à réaliser ça, se dire, quand même, il y a peut-être des choses chez moi qui ne sont pas si claires que ça. Et puis commencer à simplement voir dans son entourage. Est-ce que de temps en temps, on n'a pas des petites flamèches d'ombre qui émergent dans un endroit ou dans un autre? Donc ça, c'est la lucidité. Et si on commence à mettre de la lucidité sur le plan mondial, puisque là, Pluton, je vous rappelle, rencontre Saturne et Jupiter, donc nous relance un tour de piste. D'abord, la lucidité, c'est qu'on est quand même 7,7 milliards d'individus. 1,4 milliard en Chine, je vous parlais de dictature tout à l'heure. 1,4 milliard en Inde, 1,2 milliard en Afrique,
422 en Amérique latine, 750 millions en Europe, 327 aux USA, 144 en Russie. Ces chiffres, c'est tout simple, mais on se dit waouh, j'ai pas dit qu'on n'était que 7 millions en France. Enfin, sur la proportion. La proportion d'individus, comment c'est réparti. Et je vous parlais tout à l'heure des dictatures. Donc on a, voilà, ça c'est l'état du monde, et puis que très clairement la lucidité, c'est qu'on est tous sur la même planète et qu'il faut faire avec. Face à la crise climatique, c'est le monde qui est concerné. Donc c'est un enjeu extraordinaire, parce que pour une fois on ne fait pas une guerre mondiale, mais qu'on est concernés tous ensemble par la question climatique. Donc on est concernés tous ensemble par quelque chose qui nous dépasse, plutôt que s'entretuer. C'est déjà un énorme problème. La gouvernance est aujourd'hui mondiale, ça suffit, je veux dire, voilà, il y a des États, il y a des droits, des machins, et que nous avons bien la chance de vivre là où on est. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas mal visé quand même. Moi, je préfère être là que dans d'autres régions du monde qui vivent beaucoup plus durement la question climatique et toutes les questions en général. Sur le plan de la société, la lucidité, la démocratie est soumise à de telles puissances d'influence que nos dirigeants, élus, sont dans la situation de cadre de grandes entreprises. Vous savez ce que c'est la situation de cadre de grandes entreprises? Ça s'appelle le sandwich. C'est très très désagréable. Ils n'ont pas au-dessus de la pression pour faire accepter des choses à ceux qui sont en dessous. Et ils ont un mal fou à eux se positionner. Ceux qui sont en dessous leur en veulent. Ceux qui sont en dessous font de la pression. S'ils sont intelligents, ils cherchent à trouver le meilleur biais pour faire le moins de pression possible sur ceux qui sont en dessous. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle le sandwich. Donc il faut réaliser qu'aujourd'hui, quand on élit un président de la République, quand on a des élections, même en Europe, voilà, il y a là des pressions énormes auxquelles sont soumis nos hommes politiques, pression, tentation, corruption, influence, manipulation, dossier, voilà, qui fait que c'est pas si simple, c'est assez simple de se dire « et qui sont cons alors ?» Ça c'est facile, mais par contre, la situation est complexe, et peut-être que la lucidité peut nous permettre de dire « mais waouh, c'est à ça qu'on a affaire aussi. » Donc où est-ce qu'il faut, à quel endroit il faut aller chercher pour pouvoir faire changer les choses. Dans le sandwich, c'est pas au jambon qu'il faut s'en prendre. Voilà, je suis plus clair. Excusez-moi, il faut bien rigoler un peu. Donc, les systèmes de corruption et de manipulation sont très très puissants. Il y en a des tas de formes, ça passe par l'information, ça passe par beaucoup. Individuellement, la lucidité, savoir regarder de façon lucide les situations et les informations reçues permet de mieux se positionner. Alors ça, c'est ouverture, feu rouge, feu rouge, feu rouge. Ça s'est passé partout aux États-Unis, ça s'est passé au Brésil. Les fake news, l'influence avec les réseaux sociaux. On reçoit plein d'informations, on n'arrive plus à trier, on ne sait plus où on est, du vrai, du faux, du faux. Quand vous ne savez pas, vous arrêtez tout de suite, vous ne pensez pas. Alors si vous ne savez pas, vous ne pensez pas. Parce que c'est vraiment une manipulation qui est de plus en plus au point. Ça a toujours été, mais quand même, là c'est devenu... Et donc du coup, être vraiment si lucide sur les motivations réelles, être lucide sur les motivations réelles des mobilisations sociales. Et avant d'aller hurler pour quoi que ce soit, réfléchissez bien à pourquoi on va le faire. De quoi il s'agit. Parce que parfois on est tellement en colère qu'on a juste envie d'être en colère. Et là, je pense qu'on a vraiment nos responsabilités à prendre sur si je vais crier pour quelque chose, je vais crier, mais je sais pourquoi je vais crier, ou je sais exactement de quoi il s'agit et de quoi je parle. Parce qu'autrement, c'est l'explosion de la violence, une pulsion de violence, c'est tout. Ça va nulle part. Sauf à casser les choses. Donc, on va devoir vraiment faire un chemin global pour être un peu plus lucide là-dessus. C'est quoi exactement qui me motive avant de faire ça ou ça, ou de signer telle pétition ou pas. Lisez avant de signer. Écoutez, de quoi il s'agit et à qui ça s'envoie. Qu'est-ce que je suis en train de mettre comme point individuel là? Très important. Alors ça c'est la lucidité.
Et puis, dans les niveaux de conscience de Pluton, donc là où le monde peut être régénéré, hein, je vous le rappelle en 2020, c'est ça mon propos, il y a l'authenticité. Et pour être dans l'authenticité, il y a... Ça va? Tu regardes Arnaud ouais. Ok. Donc l'authenticité, je disais. Acceptation de la douleur de la vie et de la réalité de la mort. Alors, par la douleur de la vie, la vie est en même temps absolument magnifique, et en même temps, il nous fait quand même un tas de trucs qui sont vraiment beaux. Et il y a un moment donné, il faut être au clair avec ça. Acceptation de l'ombre en soi et dans l'humanité. C'est-à-dire toutes les pulsions dont je vous ai parlé, oui, ça existe chez nous, ça existe chez les copains, ça existe chez les étrangers. Avant, c'était pratique, on se disait c'est l'étranger, vous voyez. Les méchants, c'était les autres. C'est plus pratique du tout maintenant, hein. C'est-à-dire que les méchants peuvent être potentiellement partout, mais c'est beaucoup plus vrai par contre. L'intégration du pouvoir par la descente aux enfers, ça veut dire descendre aux enfers, c'est se rendre compte de tout ça, c'est quand même pas une partie de plaisir. Hein. Voilà. C'est là où Pluton n'est pas trop cool, parce qu'il nous emmène à des endroits qui sont pas les enfers. Hein. Le courageux qui ose confronter son ombre et les ombres. Il faut être très courageux pour faire ce chemin. Moi, c'est un chemin profondément spirituel, en fait. Mais il faut être très courageux, il faut être le chevalier de soi-même pour oser aller regarder ça et commencer à se positionner avec cette situation-là. Donc, c'est une bataille stratégique. Parce que quand on est face à l'ombre, quand on est face à la manipulation, quand on est face à cette explosion de choses par en dessous, il faut être stratégique. Voilà. Parce qu'on ne gagne pas une bataille comme ça en disant juste je viens me battre. Hein. Quand on est face à du Pluton, qui émergeait dans chacun d'entre nous, faut quand même faut un peu réfléchir. Voilà. Et par intégration de Saturne. Et c'est intéressant parce que Saturne, vous vous rappelez, il est avec Pluton justement. Hein. Donc on va aller voir Saturne. Puisque à ce niveau-là, pour devenir le guerrier de la vérité, on a absolument besoin du copain Saturne avec qui ils vont faire la fête, là, le 12 janvier, je vous rappelle. C'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent. Voilà, la conjonction du 12 janvier. Et voilà la tête de Saturne. Du gros, non? Saturne, c'est une planète que nous connaissons depuis toujours. Elle est visible à l'œil nu. Son cycle est de 29 ans. Donc c'est une planète sociale qui représente les frontières des États, l'organisation politique des pays et l'application des lois. Elle est active dans toutes les organisations, les institutions, les entreprises. Indispensable au bon fonctionnement social, elle pose les cadres. C'est elle qui pose les limites, les cadres et l'autorité. En Capricorne, en ce moment, elle nous demande de revenir à l'essentiel ou au durable. Parce que le signe du Capricorne nous demande de tenir dans l'hiver, c'est un signe d'hiver, et demande de descendre dans les racines. Donc qu'est-ce qui perdure à l'hiver? Qu'est-ce qui perdure au froid? C'est ce qui est essentiel et c'est ce qui est durable. Et elle nous demande aussi de poser fermement les limites du possible. Parce que là, on est dans un principe de réalité. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Alors Saturne, c'est une espèce de point de passage, parce que c'est la dernière planète qu'on peut voir à l'œil nu, et après, il nous faut des télescopes et des outils. Et du coup, elle a comme deux faces. C'est vrai pour Jupiter aussi, ceci dit. Il y a Saturne sociale, qui est vraiment la structuration sociale et politique à l'extérieur, qui dépend de chacune des sociétés, l'organisation de nos sociétés. Du coup, c'est l'autorité quand on croise un flic, quand on croise un juge, quand on croise un politique, c'est une autorité sociale et politique. C'est l'exécutif dans le pays, c'est ce qui va exécuter les lois, mettre en place les lois. Bien sûr que Saturne, c'est les hommes politiques représentants de la loi, donc parfois on aime bien leur taper dessus, voilà, on fait du bien, parce qu'ils sont à l'extérieur. Puis c'est les frontières de notre pays, est-ce qu'on peut passer, pas passer, voilà. Est-ce qu'on a la carte d'identité ou le passeport? C'est la morale aussi, Saturne. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire.
Et du coup, c'est une référence externe. Donc cette référence externe, elle est très importante puisqu'elle va nous permettre de grandir. Quand on est enfant, on va découvrir peu à peu dans notre éducation quelle est notre référence. Hein. Enfin, on va découvrir d'abord par une éducation qu'il y a des limites, hein, et peu à peu, on va pouvoir grandir avec ces limites pour un jour peut-être vraiment intégrer un Saturne plus individuel. Et c'est c'est un enjeu énorme par rapport à l'évolution de l'humanité, ce passage-là. Par exemple, quand on est sous dictature, maintenant toutes les personnes qui sont sous dictature, ils ne peuvent pas avoir de Saturne individuel. Si on tient à sa vie dans une dictature, on respecte la loi externe. Et pour arriver à respecter la loi externe, surtout, on essaie de ne pas penser. Hein. Parce que si je ne respecte pas la loi externe dans une dictature, ça se termine mal, c'est la vie que je perds. Alors si je ne suis pas trop bête, vous vous rappelez le silence. Donc, c'est dans des démocraties et c'est dans des formes d'éducation qu'on peut développer un Saturne individuel. Donc, on a la chance, dans nos contrées, de pouvoir développer un Saturne individuel. Mais d'abord, Saturne, on a peur. Au début, quand on a Saturne dehors, l'autorité, c'est quand même l'autre. Alors, on a la trouille. Donc, si vous avez très souvent la trouille, c'est que Saturne vous pose encore un petit souci. Il y a une digestion qui ne s'est pas faite. Et puis, un jour, on arrive à savoir dire non, c'est-à-dire à se positionner, à confronter une autorité. Et on rentre dans la construction de notre personnalité, parce que Saturne va nous demander de nous construire. C'est pas tout savoir dire non, il faut savoir dire oui aussi. Et il faut savoir se construire en fonction de ce qui nous entoure. Et puis, il va y avoir un travail de structuration personnelle. Comment est-ce que je vais structurer mon temps? Comment j'organise mon temps? Comment j'organise ma vie? Comment j'organise les priorités? Sur quoi je mets du temps de travail? Sur quoi je n'en mets pas? Voilà. Ça s'appelle la structuration. Et Saturne, c'est aussi le chemin du disciple et de la discipline. C'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup, et pourtant, discipline artistique, discipline poétique, discipline médicale. Il y a un moment donné, il faut s'atteler à quelque chose, et dans ce quelque chose, devenir vraiment un expert, et vous savez ce que ça demande du travail. Toujours. Quoi qu'il en soit, c'est du boulot. Donc, le travail de Saturne, c'est pour ça qu'il y a des disciples, parce que quand on travaille beaucoup pour obtenir quelque chose, il y a de l'humilité. Et du coup, il y a vraiment une dimension de responsabilité sociale. C'est-à-dire que si Saturne est à l'intérieur, je me sens aussi membre d'une société et je suis tout aussi responsable que tout le monde, mais j'ai une sens de responsabilité sociale. Et du coup, ça peut demander de savoir se positionner. Hein. Même quand je parlais du sandwich tout à l'heure, on peut, même dans le cas du jambon, au même moment, vraiment se positionner. Hein. Donc du coup, il y a la question de se positionner dans la société par rapport à tout un tas de choses qui se passent, même dans la rue. Et du coup, Saturne devient une référence interne. Alors, on est forcément en train de négocier entre une référence interne qui sont les lois que je peux respecter, la vision que je respecte et ma propre morale ou ma propre éthique, et puis la structure est là à l'extérieur, qui, parce que je vis en société, je le respecte aussi, parce que c'est aussi du savoir-vivre. Mais du coup, on obtient avec ce Saturne individuel une espèce de liberté à l'intérieur, de savoir qu'il y a des choses auxquelles on va obéir parce qu'on n'a pas le choix, il y a des choses auxquelles on peut désobéir, ça s'appelle désobéissance civile, hein, mais on est au clair avec les résultats. Hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça comme ça. C'est-à-dire, ok, j'assume ce que je fais. Si je désobéis civilement, je sais pourquoi je le fais, et j'assume ce que je fais, et j'assume les conséquences, parce que forcément, il n'y a rien à voir. Voyez. Mais on a une liberté, du coup, entre l'autorité externe et ma référence interne, et les négociations. Et donc, ça demande de réfléchir, l'éthique, hein, généralement, à ce qu'on fait, aux actes qu'on pose, à comment on se positionne. Et des fois, on a la chance de pouvoir devenir sage. Bon. C'est pas gagné d'avance. Hein, voilà. Et on ne s'est pas gagné avec la vieillesse non plus. Parce que moi, je me dis, ah, mais avec le temps, ben non, des fois, le temps n'arrange pas les choses. Hein. Bon, voilà, excusez-moi, mais voilà. Donc, c'est tout un chemin. Une citation, l'homme ordinaire est exigeant avec les autres, l'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Wow. Alors, l'authenticité, pour que ce mariage de Pluton et de Saturne, puisqu'il s'agit de ça, puisse se passer à un niveau d'authenticité, il faut qu'il y ait une intégration de Saturne au niveau éthique. Hein. Autrement, on n'arrive pas à passer à ce niveau-là. Mais
Ceci dit, vous allez voir, c'est beau si on fait ça. Mondial, développer la transparence des institutions mondiales et leur mode de financement. Et du boulot, hein. Mais ce serait ça, Saturne-Pluton. Mise en lumière des conflits historiques et des jeux de pouvoir entre les pays, mise à jour des abus de pouvoir. Alors, je pense beaucoup au Moyen-Orient et à tout ce qui s'est joué en 48, si Saturne-Pluton, vous allez voir. Et à comment on a quand même mis une poudrière qui depuis nous expose régulièrement dans la figure. Il y a un moment, c'est toute l'histoire qu'il faut à plat. Autrement, on ne s'en sortira jamais. Par exemple, hein, mais les Balkans, c'est une autre zone. Enfin, voilà. On a des zones comme ça où il faudrait vraiment être au clair avec l'histoire. Sociétal, alors c'est quelques exemples, hein, mais je peux vous penser. Sociétale, clarification et transparence des politiques menées. Des budgets clairs et compréhensibles. Ah, moi j'aimerais ça. Vous aussi, non hein, voilà. Tant d'argent pour telle chose. Hein, voilà. Qu'on sache qu'il n'y ait pas un grand trou commun où ça tombe et qu'ensuite on ne sait pas exactement où ça atterrit. Hein. Je reste sur une comptabilité, par exemple, de la France. Mais je pense quand même qu'on pourrait faire beaucoup mieux pour qu'on réussisse à comprendre. Hein. Parce que pour comprendre tout ça, il faut quand même aller chercher l'info. Hein. Voilà. Donc une authenticité, ce serait une clarté vraiment à ce niveau-là. Développer la transparence dans toutes les institutions et les entreprises. Et par exemple, la transparence, c'est le niveau des salaires. Quand je connais des managers aujourd'hui qui disent, moi je veux avoir une transparence radicale, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde sait le salaire de tout le monde, dont le mien, et aussi la politique que je vais mener sur le plan économique. Voilà. Et ça, voilà, c'est posé, c'est comme ça, et à partir de là, c'est transparent. On arrête de ne pas savoir combien est payé l'autre, ou qu'on a la même fonction, et que ça ne se dit pas, et que, vous voyez. Et Saturne-Pluton, si on le vivait à ce niveau-là, mais ça apaise tout de suite. Parce qu'autrement, il y a des suspicions, et on se demande si ceci, et si cela, et c'est quoi c'est le prime pour l'autre, et il le préfère, il ne préfère pas. Donc, la clarté, il faut assumer par contre. Hein, je sais que pour certains chefs d'entreprise, quand ils passaient à ça, ils ont la trouille. Ils ont la trouille sur la capacité d'être compris en face. Parce que pour ça, il faut aussi des individus responsables en face qui assument que les salaires ne sont pas les mêmes pour tout le monde, hein, voilà, en fonction des tâches accomplies. Par contre, il est prêt à se battre ou ils sont prêts à se battre sur pourquoi. Donc là, ça, ce serait l'authenticité. Individuel. Réfléchir avant de se positionner sur le plan social en ayant conscience des enjeux plus larges. C'est déjà une première chose. Réfléchir un peu avant. Mettre en accord nos idées, nos modes de vie et nos actes. C'est un gros programme, ça. Hein, entre les idées, par exemple, écolo, nos modes de vie, et puis comment on va faire, quoi. Dans quelle poubelle je mets mon truc, ou pas. Hein, voilà. Comment je me chauffe, qu'est-ce que je consomme, mon bilan carbone, est-ce que je me mets partout dans le monde ou pas. Hein. Donc, voilà, de réaliser vraiment, parce qu'il y a des grandes idées écologiques, ou des pour le climat. Oui, bien sûr, tout le monde est pour le climat et la mais voilà, les grands réchauffements, on en a connu, les glaciations aussi. Hein. Donc, comment on fait avec, hein. Donc, et surtout, comment on met en accord. Revenir à nos valeurs essentielles et les appliquer. Appliquer toutes les valeurs, c'est compliqué, mais c'est quoi le plus important pour moi à appliquer? Saturne et Pluton, ils sont réalistes, les deux, hein, et très pragmatiques. Donc, il ne s'agit pas de planer. Il s'agit vraiment d'être là. Savoir délimiter notre terrain d'action. Parce que si on veut tout faire à la fois, généralement, on n'arrive à rien faire. Hein. Et surtout, on se sent impuissant. Et il y a tellement de choses à changer, il y a tellement de choses à bouger. Donc, chacun son petit jardin. Hein, voilà. Chacun s'occupe de ses poireaux. Par contre, si chacun s'occupe de son endroit, eh bien, on peut avancer, mais très sérieusement. Alors que si tout le monde veut s'occuper du jardin de tout le monde, ça ne va pas le faire. Donc l'idée, c'est savoir délimiter, c'est quoi mon terrain d'action? C'est quoi là où je suis opératif? C'est à quel endroit que moi je peux faire quelque chose? Voilà. Et à partir de là, on sait l'endroit où on est responsable de le faire, et on sait aussi toutes les zones où on ne peut pas tout faire à la fois, parce qu'on est juste humain.
Donc c'est ça le travail de Saturne et de Pluton dans ce niveau d'authenticité. Et ça veut dire aussi de rentrer dans des combats, parce qu'ils sont pas, c'est pas détendre, hein, Saturne et Pluton. Donc il parle aussi, la vie est aussi un combat pour des causes, pour des valeurs, pour ne pas laisser faire un certain nombre de choses, pour ne pas accepter un certain nombre de choses. Et là, on n'est plus dans la violence, on est dans la puissance et le positionnement. C'est très différent. C'est ça? Non, c'est pas possible. Donc l'authenticité. Donc Saturne et Pluton, 34 ans, hein, leur histoire. Quelques conjonctions précédentes, pour exemple, donc là c'est dans l'exemple mondial, vous allez voir qu'on n'a pas forcément vécu une authenticité. Une que je vous avais déjà citée, mais qui est vraiment intéressante, c'est justement en janvier 1518, à 4 degrés du Capricorne, donc ça ressemble à notre affaire, et c'est la naissance du protestantisme. Et quand je vous dis qu'une conjonction, c'est une toute petite chose qui peut prendre des proportions énormes, un moine affiche sur la porte de l'église de Wittenberg 95 thèses où il dénonce les scandales de l'église de son temps. Vous voyez, dénoncer les scandales de l'église. Sans s'en douter, Martin Luther jette ainsi les bases d'une nouvelle confession chrétienne, le protestantisme. Écoutez le nom, protestantisme. Voilà, il ne savait pas, mais il a mis la graine. Et elle a pas mal germé quand même. Hein. Alors, une autre conjonction qui était à 2 du Cancer, 1914-1915, ça va vous dire quelque chose. Alors, un grand massacre. C'est une autre façon de régler les problèmes quand on est trop nombreux. Excusez-moi, je fais de la dérision, mais c'est une des réalités. Et un chaos dont l'étreint une organisation du monde renouvelé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une des techniques. On n'a pas l'air de prendre cette technique cette fois-ci. Parce que l'autre conjonction Saturne-Pluton, donc vous comprenez, c'est Saturne qui se rencontre là. 1947-1948, on est juste de finir une guerre, là. Voilà. C'est à 15 degrés du Lion. Et effectivement, on réorganise le monde après la guerre, en fonction de ce qui, des vainqueurs et des vaincus et des colonies de l'époque. On est en Lion, c'est impérialiste. Et donc on a l'essence de l'Inde, du Pakistan, d'Israël, la Chine de Mao. Donc ça veut dire que tous ces pays que je cite vont être très en lien avec, dès que quelque chose se passe avec Saturne Pluton, hop, ils sont touchés. Ils sont plus touchés que d'autres. Ouais. Ensuite, le dernier que nous avons vécu, 1982, c'était en Balance. Donc pour lui, c'était un gros changement, Brejnev est décédé. Israël envahit le Liban, massacre des Palestiniens, la guerre des Malouines, et défaite de l'Argentine qui fait chuter la junte militaire et crée le retour à la démocratie. Donc pour vous dire que parfois, sous des conjonctions, on peut avoir des mouvements carrément inverses, parce que ça va dépendre du niveau de tension sous ces prix. Et celui de 82 a été un cycle où on a travaillé énormément sur les alliances. Tout ce cycle de 82 jusqu'au nos jours, beaucoup de traités d'alliances, commerciaux, pas commerciaux, toute l'Europe. C'est vraiment le travail des alliances diverses et variées. Et au moins, 82, déjà, on n'a pas fait. Il y a eu des guerres, mais on n'est pas au niveau de la guerre mondiale. Ça fait peu moins de morts. Et puis, c'est maintenant la suivante. Donc, le cycle à venir, la révolte gronde aux 4 coins du monde, vous avez pu le remarquer, les peuples se soulèvent, et avec une synchronicité assez incroyable, et ça c'est vraiment nouveau. Et pour des raisons souvent assez proches, l'augmentation de l'essence, ils vont en France, ticket de métro, Chili, je crois. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui à un moment donné déclenche, et on a une même levée. Alors, pour tout vous dire, c'est plutôt pulsionnel, manifestement. Mais c'est quelque chose de complètement dingue que ça se passe en même temps dans le monde comme ça, sous des formes assez proches. On dirait qu'on est de plus en plus une humanité. Alors ça sort d'un côté, ça sort de l'autre. On a quand même les gilets jaunes chez nous, Hong Kong, le Liban, en Irak, en Iran, au Chili, en Bolivie, j'en ai peut-être bien oublié, parce que... Et ce même type de phénomène. Donc c'est très intéressant, je pense que c'est directement dû à Saturne, Pluton et Jupiter, Pluton, et que c'est la révolte, la protestation qui monte. Peut-être du peuple d'esclaves dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que quelque chose a vraiment envie de bouger et de dire que c'est plus possible pour nous. Donc, voilà, c'est un signe de ce qui se passe, et un signe très important à prendre en compte, parce que c'est aussi
internationale. Pas de guerre mondiale, je tiens à dire, parce que c'est une grande évolution, ça. Hein. Bon, mais grande tension entre USA et Chine. Hein. Alors, Trump, il a failli nous... par exemple, Trump, la façon dont il attaque les Chinois sur Hong Kong, là, c'est... Les Chinois, ils sont très susceptibles, quand même. Hein. Et c'est aujourd'hui la plus grande puissance militaire du monde. Donc, voilà, il y a des tensions énormes, commerciales et autres. Et j'ai mis la procédure de destitution de Trump parce que pour moi elle est extrêmement symbolique. Parce que là on a quelqu'un qui est élu sur des drôles de circonstances, des drôles de manipulation, qui a des drôles de comportement aussi. Et effectivement, s'ils arrivent sur le plan juridique à prouver ça et à destituer Trump, c'est vraiment une victoire de l'authenticité. Vous imaginez le courage des gens qui font ces démarches-là, hein, le courage qu'il leur faut, parce que là ça ne plaisante pas, quand même, il y a des niveaux de pouvoir qui ne plaisantent pas. C'est encouragé. Donc, quand je parle de combat, par exemple, il y a des gens qui sont rentrés en combat, des gens cherchent à légalement, ils ne vont pas tuer Trump, ils n'ont pas pris un pistolet, boum, boum, hein. Non, ça ce serait le premier niveau. Non, il y a légalement, et si le monde arrive, moi c'est symbolique, à prouver ça, il y a quelque chose où on gagne tous sur la manip. Vous voyez? Donc après, il peut y avoir plein d'autres exemples, mais celui-là, voilà, on tente une procédure de destitution pour la manipulation de pouvoir et pour abus de pouvoir. Donc pensez aussi par rapport à ce qui s'appelle plutôt à quel point aujourd'hui, par exemple chez nous, en Europe, on est capable d'aller chercher la violence jusque dans les foyers. C'est extraordinaire ça. C'est pas extraordinaire qu'elle y soit dans les féminicides et dans les violences faites aux enfants. Ça c'est une horreur, mais ça a toujours été. Et aujourd'hui, on est en capacité d'aller la chercher. On est en capacité d'aller légiférer. On cherche à faire quelque chose. On n'est pas tout puissant, manifestement. On se rate beaucoup. Mais c'est extraordinaire comme évolution. C'est pas qu'avant elle n'existait pas. C'est qu'avant elle était tue. C'est qu'avant on ne le disait pas. Donc le fait qu'on légifère là-dessus, qu'on dénonce, qu'on mette à jour, qu'on le positionne, qu'on râle parce qu'il n'y a pas assez d'autorité ou de justice ou de machin pour aller... Mais l'important, c'est qu'on fasse ça. Hein? Après, ça met du temps. Mais au moins, c'est juste énorme. Hein? C'est ça le travail, ça tient plus temps. Et chacun, il y a des endroits où on peut le faire, celui-là. L'affaire Weinstein, ça en fait partie? Oui, complètement. Alors, pour chacun de nous, c'est le moment d'engager ce nouveau cycle. En définissant nos valeurs essentielles, puisque c'est Saturne et c'est Capricorne, et notre rayon possible d'action dans la société et dans le monde à travers les organisations internationales. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a de plus en plus, j'en ai parlé je crois l'année dernière, que ce soit Havas, Somofus, maintenant je suis inondée de choses, mais il y a énormément d'organisations internationales. Somofus par exemple, ils sont plus sur les entreprises, ils ont des choses pour Nestlé, enfin contre Nestlé. Hein. Donc c'est très important ce qu'on peut faire aujourd'hui de façon internationale. Nestlé est une entreprise qui prend l'eau, je ne sais pas de courant, mais elle pompe l'eau des gens, dont des fions d'ailleurs, les gens n'ont plus d'eau après. Et elle le vend en bouteille en Amérique latine ou ailleurs, internationale. Voilà. Et là, ils en étaient à devoir mettre un pipeline, les gens, pour avoir de l'eau. Leur source, hein, leur source de part communale, quoi. Donc voilà, ça veut dire que ça agit. Pétition, machin, tout ça. Voilà. C'est très précis, là. On sait sur quoi on agit. Et Nestlé, en l'occurrence, il n'y aura pas de pipeline, il va donner de l'eau aux habitants. Voilà. Et ça donne plus de temps sur des choses très concrètes comme ça. Mais ça, c'est une bataille de gagner. Voilà. Et dans le monde, à travers les organisations internationales, parce qu'il y en a de plus en plus, qui vont agir, et puis ça fait longtemps, hein, qui vont agir à Amnesty International. Voilà. Comme ça se passe en Capricorne, il s'agit de sélectionner ce qui est durable, d'accepter d'élaguer. Hein, on ne peut pas tout faire à la fois, donc élagage. Mettre nos vies en conformité avec nos idées. Ce cycle est très pragmatique et il s'agit d'être efficace. Cela demande d'intégrer le principe de réalité. Vous savez ce que c'est le principe de réalité? C'est atterrir et tu poses tes pieds sur la terre. Parce que Saturne est plutôt sur le plan vertical. Et donc il faut vraiment pouvoir appliquer les choses. Citation, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. C'est mon élève. Et il pouvait le dire, lui, hein. Que la force nous soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé,
et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Voilà, il disait ça en 121, enfin il est né en 121 après JC. Il nous fait encore bien réfléchir. Hein. Maintenant, la conjonction Jupiter-Pluton, je vous avais dit qu'ils étaient plus nombreux, hein, voilà. Donc là, on travaille sur Pluton, mais Jupiter rencontre Pluton. Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que ça va? C'est clair? Donc, voilà la tête de Jupiter. Très très belle planète. Alors Jupiter, c'est une planète que nous connaissons depuis toujours, elle est visible à l'œil nu, et très brillante. Hein. Son cycle est de 12 ans. C'est une planète sociale qui représente tous les projets de développement. Elle nous donne une vision et une dynamique vers le futur. Elle agit sur le plan économique, sur la création de communautés autour de croyances communes, sur la transmission des connaissances et sur la recherche de sens. Là aussi, vous entendez différents niveaux de Jupiter. Hein. Il y a le plan économique, financier, matériel, mais il y a aussi la question des croyances que nous partageons, et il y a aussi la question de la transmission des connaissances de tout ordre et le sens. Elle est active dans toutes les organisations, évidemment, les institutions, les entreprises qui font des projets de développement. Hein. Elle génère des lois qui permettent de fonctionner en société et de vivre ensemble. Donc c'est important la différence. Jupiter génère les lois, hein, c'est notre Parlement quand il vote les lois, et Saturne les applique. En Capricorne, elle nous demande de réfléchir au sens de l'expansion et à la mesure. Le Capricorne est plutôt rétréci, Jupiter est plutôt expansif. Là, il est en Sagittaire pendant plus d'un an, qui nous a poussé vers une expansion. Et le Capricorne nous demande de revenir vraiment à la mesure. Donc, qu'est-il important de développer? Voilà. Tout le temps où Jupiter est en Capricorne, qu'est-ce qui est le plus important de développer? Sur le plan personnel, Jupiter est une planète qui nous permet de prendre une place sociale et d'avoir un rôle au sein de notre communauté, ou de nos communautés, on en a plusieurs. C'est lui qui développe une vision, une philosophie qui nous porte à contribuer à l'ensemble de la société. Il nous permet d'avoir conscience que toute communauté est sous-tendue par des croyances et demande de développer un savoir-être en lien avec ses valeurs dont elle est porteuse. Il y a que Jupiter, il fait ce tampon aussi entre qui je suis moi, hein, et puis toute forme de communauté. Quand je dis communauté, ça peut être notre pays, hein, ça peut être notre région, ça peut être des groupes que l'on fréquente. En fait, il y a des croyances qui sont plus ou moins annoncées, des croyances, des visions, des valeurs qui sont communes. Et donc, du coup, il y a ce savoir-être par rapport à ça, et donc de pouvoir être conscient de cette dimension-là. J'ai une illustration qui passe dans la tête, mais on va laisser tomber, je vais perdre du temps. Et donc Jupiter, il est lié à la confiance en soi, à la vie, et en l'avenir, j'allais dire, et à l'amour. Hein. Et donc, c'est vraiment celui qui nous permet d'avoir confiance en nous-mêmes, nos éléments. Il a plutôt une vision optimiste des choses. Alors, donc, il amplifie, quand il passe dans un signe, il amplifie. Et donc, en Capricorne, il est pendant toute l'année, et vous voyez, il en sort le 19 décembre 2020. Donc, c'est un temps propice à quoi? Au développement de quoi? De nos capacités de maîtrise. Donc, ça tombe bien parce qu'il y a du plus freelance un peu sérieux. Hein, donc, comment est-ce que je vais maîtriser? Comment je me maîtrise et comment je maîtrise les choses? De notre sens des responsabilités, il va tant propice au développement de projets structurés et organisés, de la recherche de sens. C'est quoi le sens? C'est la direction. C'est une chose qui est de plus en plus présente dans le langage de jeunes qui disent mais gagner de l'argent, oui, mais c'est quoi le sens de ce que je fais? Hein? Ou de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs. C'est quoi le sens? Et ça me fait plaisir quand j'entends ça. C'est quoi le sens? Ah, c'est long. Hein? De notre vision à long terme, puisque Jupiter voit vers l'avenir, hein, donc développement de vision à long terme, de notre réalisme, d'une philosophie de l'essentiel et d'une recherche de l'éternel, carrément. Hein. Ça, c'est... Donc, ça m'a fait penser à Pierre Rabhi, vivre simplement pour que tout simplement les autres puissent vivre.
hein, savoir-être, savoir-vivre, l'essentiel, le durable. Ouais, donc on est dans des choses comme ça. Alors, Pluton-Jupiter. Donc, ils se rencontrent tous les 12-13 ans, leur petite union, hein, et ils se fécondent tous les 12-13 ans. Donc, cette fois-ci, 3 fois dans l'année, en avril, juin et novembre. Donc, c'est une dynamique de création très puissante. Les projets qui vont s'engager vont dépendre du niveau de conscience de Pluton, maintenant vous avez compris, et de Jupiter qui seront mis en œuvre. Le signe du Capricorne nous demande d'être patient dans la mise en œuvre. Si on veut mettre des fondations, vous savez, les fondations, c'est beaucoup plus compliqué que la décoration. C'est tout simple. Donc, du coup, effectivement, il y a une patience à avoir. Et puis, j'ai écrit en dessous la campagne électorale et les élections américaines, ça tombe pile poil sur ces dates, auront une dimension révélatrice et symbolique. D'une part, parce que l'Europe agit beaucoup toujours aux élections américaines, mais aussi parce qu'on est là sur des terrains par rapport aux manipulations, par rapport à la prise de pouvoir par en dessous, par rapport à de la violence. Et donc, du coup, de voir ce qui se passe, comment ça se passe dans un pays démocratique, et où est-ce qu'on va, puisque vraiment on voit qu'aujourd'hui, ça s'est déjà passé en Allemagne, hein, mais que des démocraties sont capables quand même d'élire des dictatures, quoi. C'est quand même, ça se passe au Brésil, on a déjà vu ça en Allemagne avec le fascisme. Donc c'est vraiment très très questionnant. Comment, de la démocratie, on aboutit là-dessus, quoi. Hein, donc on a déjà fait ça une fois dans l'histoire, on s'en souvient quand même. Et voilà, donc c'est pour ça que cette campagne elle est importante, parce qu'elle tombe sur les dates Jupiter-Pluton, justement, de plus. Hein. Donc comment ça va se débrouiller tout ça? À quel niveau ça va jouer? À quel niveau ça va opérer? Hein. Combien de groupes seront plus pour créer quelque chose d'authentique et combien seront pour, je sais pas, gagner plus d'argent et donc du coup accepter de voter ceci ou cela ou de faire ceci ou cela. Donc le premier niveau, si on Jupiter-Pluton nous font le razmat. Hein. Donc le sens du cycle, c'est relié à la montée du terrorisme international et au pouvoir dictatorial. Donc c'est assez clair, hein. André Barbeau. Donc on a quand même des risques là, de montée très forte de ce genre de choses. Développement d'un pouvoir plutocratique aussi bien que politique. Donc ces 3 astrologues le nom en dessous. Alors quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit plutocratie, mais c'est quoi ça? Et bien c'est dans le dictionnaire. État d'une société dans lequel les plus riches exercent, plus ou moins directement, le pouvoir politique ou jouissent d'une influence prépondérante. Intéressant. Sans commentaire, parce que donc, bien sûr que Jupiter-Pluton, au premier niveau, il fait monter ça, puisqu'il amplifie la zone du dieu profit. Hein, et que l'on a vu que le dieu profit est un peu puissant, et Jupiter, il lui donne une valeur sociale, et il lui donne une amplification. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Si on passe directement au niveau d'authenticité, le sens de ce cycle, développement de communauté autour de valeurs de vie liées à l'authenticité. On est à un autre niveau de Pluton. Pourquoi je parle de communauté, pas forcément de pays? Parce que je pense que le monde se transforme ainsi qu'on va être de plus en plus des formes claniques, qui peuvent comporter énormément d'individus avec les mêmes valeurs ou des petites communautés, mais la question de clan est en train de renaître d'une certaine façon, et que la question c'est à quelle communauté appartenons-nous? Et on a le droit à plusieurs, hein, mais voilà. Mais autour de valeurs d'authenticité, c'est le temps de s'organiser pour mettre au cœur de la politique la dignité humaine. La colère et la révolte contre les abus peuvent générer une mise en place de projets politiques qui portent un renouveau du monde. Il s'agit d'une lutte, d'un combat radical pour sortir de la soumission au pouvoir de l'ombre et du non-sens. Les personnalités nées sous une conjonction Jupiter-Pluton, donc quand ils sont nés, ils n'étaient pas à l'œuvre, mais ils sont marqués dans leur thème. Hein. Martin Luther, Gandhi, Mandela, Lech Walesa, Anwar el-Sadat. Donc tous des gens qui se sont levés contre l'indignité. Donc aujourd'hui, on a cette conjonction-là, et donc c'est l'occasion de pouvoir s'organiser d'autant plus, ou en tout cas mettre à jour des communautés qui vont aller dans cette authenticité-là. Ça va, c'est clair? Les autres niveaux? Alors, il y a un niveau de conscience de Pluton dont je ne vous ai pas parlé, c'est le sorcier. Sorcier, oui, je voulais dire. Là, j'ai mis le chaman, ça fait plus exotique.
Et donc, avec Pluton, rejaillir du monde des enfers avec le pouvoir de la transmutation de l'ombre. C'est-à-dire que si nous-mêmes, ou chacun de nous, des communautés entières sont de plus en plus dans cette authenticité, le fait d'avoir croisé ses ombres et son ombre et de combattre, ça va créer un pouvoir de transformation. C'est comme si on avait l'habitude de transformer ça. Comme le pétrole, on le transforme et ça fait de l'essence, et bien on peut transformer l'ombre et ça fait une sacrée énergie qui vous tient, voilà, qui vous tient et qui produit de la vie. Donc c'est la création d'une nouvelle dynamique pour transformer le monde par des méthodes non violentes. En tout cas, je peux espérer que ça, parce que la violence pour moi est de l'impuissance. La vraie puissance n'est pas la violence. Savoir dénoncer, mettre à jour ce qui est caché, permet une mutation des situations. Voilà, Gandhi, Martin Luther King, Mandela, c'est des gens qui ont dénoncé, c'est des gens qui se sont levés, c'est des gens qui ont fait ça dans la non-violence, et qui pourtant ont fait quand même légèrement changer le monde. Léger. Donc déjà, si on arrive un tout petit peu à ça, c'est pas mal. Donc, une citation de Martin Luther King: l'obscurité ne peut pas chercher l'obscurité. Seule la parole peut y parvenir. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour peut y parvenir. Et pour la haine, le peuple noir, ils avaient de quoi faire quand même. Ils avaient de quoi y poser. Ça va, la conjonction Jupiter-Pluton? Ouais. La conjonction Jupiter-Saturne. Donc pour finir le bal, à la fin de l'année, cette fois-ci, c'est Jupiter et Saturne qui se rencontrent. Donc tout début du Verseau. Donc voilà leur bal commun. Donc Saturne-Jupiter, c'est un cycle de 20 ans. Ce cycle, c'est un cycle très important quand même. Je vous en parle pas. Ce cycle rythme la construction des sociétés et de tous nos projets de vie à long terme. Jupiter appelle vers la croissance et Saturne vers l'organisation et la maîtrise. C'est le couple de la croissance et de la décroissance. Le développement de l'Europe suit ce cycle. Il en suit d'autres, mais celui-là est très très fort. La fin du cycle actuel, enfin le cycle dans lequel nous sommes encore, a démarré en 2000, en taureau, et on comprend comment l'Europe s'est construite beaucoup à travers des valeurs économiques. Ce taureau a aussi cette notion économique, bancaire, financière. Celui de 2020, il sera en Verseau, donc on a tout un autre développement idéologique. Et je sais pourquoi j'ai eu un blanc, parce qu'il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé. Sur Saturne-Pluton et Jupiter-Pluton, vous savez, il y a des gens qui sont dans la philosophie de l'effondrement, ils disent que tout va s'effondrer, que ça, la fin du monde, la fin des choses. Et je pense que c'est entre... Il y a quelque chose qui est ressenti là-dedans, il y a un effondrement, une régénération, mais que c'est vraiment entre une peur et un désir. C'est-à-dire que pour changer, il faudrait que tout s'effondre, on ne peut pas le faire autrement, et en même temps, c'est la peur que tout s'effondre. Donc je ne crois pas du tout que tout va s'effondrer, mais qu'effectivement, quand on a envie de changer, on se dit, mais si tout se casse la gueule, on va enfin pouvoir changer. Voilà. Par contre, ça peut ramener vraiment des personnes à se dire, c'est quoi le sens de ma vie? Et donc, c'est tout, voilà, ça donne toute une dynamique, je trouve, super intéressante. Si on se dit, bah, si tout doit s'effondrer, qu'est-ce que je fais alors de ma vie maintenant? Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est très plutonien. C'est se dire, bon, ok, tout va s'arrêter, tout va s'effondrer, alors qu'est-ce qui est important? Voilà. Ça, c'est une clé très intéressante de ce moment par rapport à Pluton, Saturne, Jupiter. Parce que du coup, on est dans, qu'est-ce que je fais? Et on laisse tomber tout ce qui ne va pas. Voilà, ça. Mais je repars sur Saturne-Jupiter. Donc, le nouveau cycle. Alors, vous vous rappelez que l'année dernière, c'était le titre conclure le passé et impulser l'avenir. Donc, on est encore en train de le faire, on n'a pas continué, on n'a pas fini 2019, donc il y a encore des conclusions à poser. Et Saturne-Jupiter nous parle du développement et construire nos projets de vie et notre base sociale, ça on a déjà dit. Donc c'est le temps, voilà, c'est le temps pour nous de finaliser, parce qu'il faut penser, il y a le plan politique, bien sûr, mais il y a aussi pour nous, en fait, on peut trouver vraiment dans nos vies des développements liés à ce cycle Saturne-Jupiter. Donc c'est le temps de finaliser et conclure par rapport à des constructions qui ont commencé en 2000. Donc dans votre vie, vous dites, tiens, qu'est-ce que j'ai commencé en 2000? L'Europe, certes, a importance dans vos vies.
Elles ont culminé en 2010-2011, puis il y a eu une réorientation en 2015-2016. Et puis maintenant, il faut accepter de lâcher ce qui ne convient plus, hein, ce qui ne convient plus pour revenir au cœur de ce qui a animé ces réalisations, parce qu'il y avait quelque chose qui animait. Garder ce qui est valable et toute l'expérience acquise, lâcher ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Là, on est pour l'instant à ce moment-là, puisque la convention ne s'est pas encore refaite. Donc on a encore des choses qu'on peut lâcher. Et c'est... Voilà. Et comme vous pouvez le constater, certains ont de la difficulté à conclure. Le Royaume-Uni, c'est un exemple pour tout le monde, je veux dire. Le Royaume-Uni est un exemple absolument marquant. Hein. Boris Johnson et les membres du Royaume-Uni n'ont pas la même vision de leur place en tant que Jupiter dans l'Europe et dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a décision de quitter l'Europe, mais sauf que personne ne sait où il va et où il veut, et ça part dans tous les sens. Et du coup, à la place de conclure quand il faut conclure, parce que quand on sort, hein, voilà. Non, si on veut sortir, on sort, quoi. Hein. Et ben non, on sait ni si on sort, ni si on rentre. Hein. Donc, c'est-à-dire que quelque chose n'arrive pas à se finaliser dans ce processus pour les Anglais, et donc du coup pour tous les Européens. Il reste encore un an avant le renouveau des projets européens, mais si nous tardons à finaliser, mais c'est des vrais boulets ces affaires, hein, parce que nous ne pourrons pas impulser l'avenir, qui était le deuxième part de mon titre de 2019. Alors, là j'ai dit, pour l'Europe, ben, c'est important de voir ça, il y a un cycle, et les Anglais nous quittent, mais ils n'étaient pas rentrés dans l'euro, hein, ceci dit. Hein. Mais pour nous, c'est pareil, si à la fin d'un cycle, on ne sait pas où on va comme ça, on veut pas, on fait rien, et bien on ne peut pas finaliser. Et du coup, ça nous donne des grandes difficultés à redémarrer un cycle. Et je le vois ça des fois dans les consultations, parce qu'on a des cycles individuels aussi. Et il y a vraiment un moment où il faut lâcher du passé, parce que si on ne lâche pas du passé, mais il n'y a pas la place pour le futur. Hein, on ne peut pas rester accroché avec toutes ces valises, hein, et se dire je vais prendre le train, quoi, parce qu'il y a trop de valises. Donc on laisse passer le train. Voilà. Donc c'est très important cette dynamique-là. Hein. On ne nous apprend pas à conclure. On nous apprend à grandir, à croître. C'est toute la philosophie derrière. Il faut grandir, il faut croître. Et il y a bien un moment donné, il faut décroître. Hein. Bon. Et il y a bien un moment donné, il faut lâcher. Et ce travail de lâcher, de finaliser, de tirer la sagesse de ce qui a été, parce qu'une rose, une fois que c'est fané, ça a un parfum. Et ça, c'est magnifique. Mais par contre, il faut accepter que la rose, c'est fini, quoi. Donc, il y a vraiment... Je n'ai pas du tout pensé au parallèle au Parti Socialiste. Excusez-moi, j'ai vu la rose, j'ai dit, c'est lui. C'était pas ça. Et je dis au cas où vous auriez vu comme moi, soudainement, la rose. J'adore les roses, voilà. Donc, c'était une rose, ça aurait pu être une tulipe. Hein. C'est pas un symbole politique, la tulipe. Non, la tulipe, on est tranquille. Donc voilà, cette histoire de principe. Hein. Et donc, la bonne nouvelle, si les Anglais pédalent, c'est pas nous, on pédale pas forcément hein, sur la fin de cycle. Donc l'idée, effectivement, c'est quel est le sens du nouveau cycle. Déjà, on sait sur un plan politique, et ça concerne bien sûr l'Europe, mais toutes les entreprises, tous les pays sont concernés. Donc ce cycle va nous amener à développer une révolution. C'est un mot-clé du verso. Révolution signifie revenir au point d'origine. Quand on dit une révolution planétaire, c'est qu'elle est revenue au point d'origine. Donc c'est toujours de chercher l'origine et l'originel et l'original. Nous allons voir émerger une émergence d'idées nouvelles et de recherches collectives pour générer de nouveaux concepts sur tous les plans. Scientifiques, technologiques et sociologiques, politiques, spirituels, parce que le Verseau est un signe un peu pas multiforme, parce qu'il y a toujours une recherche avec une certaine exigence de réflexion, de recul, de pondération. Mais par contre, il est intéressé par tous les sujets. Hein. Donc cette nouvelle dynamique qui va venir est une dynamique qui peut vraiment développer à plein de niveaux
avec des clés qui sont la notion de groupe, parce que le Verseau travaille collectivement, chacun libre, mais il y a une notion collective qui est très importante. On travaille ensemble à inventer le monde. Le signe du Verseau est un signe d'air qui ouvre aux échanges d'idées et à une vision internationale. Donc d'une part, l'air, chaque signe d'air, Gémeaux c'est le courant d'air, donc voilà, la Balance c'est la petite brise, et le Verseau c'est les grands courants d'air autour de la Terre. Alors ça vous dit quelque chose aussi, les grands courants d'air autour de la Terre, avec le changement climatique, ça fait des tempêtes, orages, ça devrait être aussi dans ce sens-là. Mais ça propulse, le Verseau propulse un échange beaucoup plus large. Donc c'est pas le moment, par exemple, de s'enfermer sur soi, que ce soit la petite France ou la petite Europe, ou... ça va circuler, quoi. Parce que les nuages, ils n'ont pas de frontières, hein. Les courants d'air non plus, hein. Donc il y a une question là d'ouverture qui est très très importante. Alors, voilà, j'ai mis c'est un temps propice pour aller vers une démocratie mondiale, et là j'ai dit j'ai le droit de rêver. J'ai mis nous avons le droit de rêver. Hein. Bon, ça c'est quasiment impossible. Hein. Mais l'idée du Verseau, c'est quand même la liberté, la démocratie, le partage. Voilà. Alors pourquoi je dis quasi impossible? Parce qu'on aimerait exporter notre modèle. Hein. Mais par exemple, pour les Chinois, ils n'ont jamais connu, aucunement dans leur histoire, il n'y a jamais eu un instant de démocratie. C'est pas un modèle chinois. C'est ça, Jupiter, le savoir-vivre, le savoir-être. Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix que les Chinois soient en démocratie? Ça me fait plaisir, hein, ceci dit. Mais c'est quand même une exportation majeure d'un modèle du monde. Et le leur n'a jamais été comme ça. Alors j'ose espérer qu'un jour ils pourront un peu plus respirer tranquille, mais c'est leur modèle. Et je pense que là, il y a quelque chose de l'ordre aussi à prendre conscience du côté franco-français, quoi. Du côté coq, vous savez, parce que des fois on est vraiment des coqs quand même. Et quand les Chinois disent allez devant votre porte, pour les droits de l'homme par exemple, ils n'ont pas tort. Voilà. Donc, voilà, mais bon, je rêve, je sais pas vous, mais d'une démocratie mondiale quand même. Je sais pas. Alors, Kofi Annan, le développement et la démocratie sont étroitement liés à une opinion publique bien informée. Une opinion publique bien informée est une composante essentielle de la démocratie. Oui, c'est bien. Donc, comment? Non, c'est rien. Oui, c'est bien informé. Le développement et la démocratie sont étroitement liés et une opinion publique bien informée. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la phrase. Enfin, l'idée de fond, hein, voilà. J'ai dû faire un peu. C'est bon, ça va? Donc, alors, je pense que c'est très important par rapport à la question de cette manipulation de l'information, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, une des clés quand même, c'est comment les informations passent la même. Enfin, quelles sont les informations recevables, qu'est-ce qui est vrai, enfin, voilà. Et bien informé. C'est très compliqué d'être bien informé, en fait. Hein, c'est très très compliqué. Voilà, donc déjà on est conscient, donc ce serait mieux. Alors, le sens individuel de ce cycle, c'est un temps où il nous faut penser réseau et collectivité. L'évolution aura lieu au sein de groupes qui peuvent être en contact direct ou en lien international à travers Internet. Il s'agit de se mobiliser sur le plan politique. Politique, ça veut dire la vivacité. Et pour générer plus de liberté, parce que le Verseau, c'est quand même le signe de la liberté, sauf quand il veut vous imposer ses idées, ceci dit. C'est un côté assez atypique du Verseau, mais c'est une vision mondiale et locale c'est dans une vision mondiale et locale que nous pourrons trouver les réponses aux grandes questions autour du climat. Là, on ne peut pas le trouver tout seul dans son coin, et en même temps, c'est application, c'est les deux. En espérant que le réchauffement climatique réchauffe aussi nos cœurs et la solidarité humaine. Comment? Nous rêvons encore. Nous rêvons encore. Bon, on a le droit, hein. C'est vrai que la question du réchauffement climatique, ça pose aussi la question de la migration, des flux. Vous savez, dans les glaciations, on était nomades à l'époque, alors on se baladait. Hein, voilà, il n'y avait pas de visa, de frontières, tout ça, il y avait moins de richesse aussi. Et donc, c'est juste normal, sauf qu'on est très sédentaire.
Donc on a moins de réponses et que les gens se baladent vers chez nous quand même, parce que c'est juste un endroit, je dis qu'on a la chance d'habiter là, même si on a quelques dégâts dans la Drôme par la neige, c'est relatif. Hein. Donc voilà. Et Jupiter, c'est vrai que ce Jupiter-Saturne en Verseau, il nous donne de l'espoir, je suis plutôt optimiste de nature. Hein. Donc inventons l'avenir dont nous avons envie. Hein. Je ne vous cache pas qu'on est sur un point quand même de tournant crucial, risqué, hein, vous avez compris quand même, une guerre mondiale. Voilà. Donc autant se tourner vers ce qui pourrait être sympathique. Hein. Heureux ne s'écrit qu'au pluriel. Vous allez me dire. Alors, poser les fondations d'un nouveau monde, je crois que vous avez maintenant saisi. Effectivement, cette trilogie, en fait, hein, c'est vraiment cette trilogie qui nous demande, et dans ce qui se joue effectivement dans cette année 2020, alors il y a plein de choses qu'on ne va pas voir, il y a plein de choses qu'on ne va pas savoir, parce que, vous savez, quand ils sont en union, ils sont planqués dans la chambre. Hein. Donc du coup, on ne voit pas ce qui se passe. Mais c'est énorme. Alors il y a des petits signes à suivre, hein, comme ce que je vous disais, sur l'actualité bien sûr, sur nos positionnements bien sûr, mais il y a énormément de choses qu'on ne verra pas. Donc savoir à quel niveau ça va vraiment jouer, qu'est-ce qui va émerger, évidemment vous avez compris, j'ai l'espoir qu'émerge à niveau d'authenticité, au moins partiel. Hein. Mais ça on n'en sait rien. Mais c'est pour un moment aussi de tous les dangers, dans le sens où il peut aussi y avoir les reprises des vieux démons de l'humanité, hein, qui sont, voilà, toutes sortes de nazisme, qui opèrent très fortement. Donc on est vraiment à un point de bascule sur comment on construit le monde par rapport à ces grands cycles dont je vous parlais au début. Hein. Il y a une toile de fond tout en croissance, on ne sait pas où on va. Et on doit organiser le monde à chaque fois avec ces mutations-là. Bon, et l'humanité avance. Hein. Je veux dire, de plus en plus, la santé mondiale avance, la connaissance mondiale avance, le niveau, vraiment, on avance en fait. On s'entretue moins, globalement. C'est pas vrai. Voilà, donc Pluton, Saturne, Jupiter, face aux révélations, c'est la colère qui monte comme la lave d'un volcan, hein, tout ce qu'on apprend tout le temps. Protester signifie exprimer son opposition. Étymologiquement, protester signifie déclarer ouvertement, attester, témoigner. Il s'agit de tirer les leçons des cycles passés pour préparer le terrain à de nouveaux projets qui associent authenticité et durabilité. Alors, notre niveau de chemin de l'authenticité, c'est l'initiation de Pluton ancre dans la Terre et donne de la force et de la paix. Être posé ou posé face à l'adversité. C'est une chose, Pluton, c'est très paradoxal. On pourrait dire qu'il a inventé la bombe atomique et depuis, on a moins de guerres qui tuent tant d'hommes. Et effectivement, quand on accepte ce travail de Pluton, il y a quelque chose qui se pose. Je dis, simplement, on pose les questions au sol, quoi, hein, voilà. Et du coup, ça donne de la force et ça donne une grande paix. Parce qu'on est en paix avec soi-même, on arrête de chercher à fuir des trucs de l'intérieur. Donc, voilà. D'une certaine façon, il n'y a plus rien à craindre quand nous avons traversé la mort. Parce qu'avec cette idée de Pluton, l'enfer, il y a aussi une notion de mourir à l'idée qu'on a de nous-mêmes au moins. Hein. Pluton nous soutient de toute son autorité si nous restons dans l'impeccabilité. C'est un mot clé de Pluton, c'est vraiment la voix des sorciers, hein, l'impeccabilité. L'impeccabilité, c'est agir le plus justement possible. Hein. Voilà. C'est pas quelque chose d'idéaliste, c'est juste faire impeccable dans ce que l'on fait. Voilà, donc l'année 2020, je crois que nous avons vu le développeur, l'alchimiste, l'organisateur. Il nous reste des petits bouts encore, enfin des petits bouts. Neptune, c'est un grand bout. Mais je vais passer rapidement dessus, hein, puisque le plus important, c'était ça. Voilà, donc voilà. Est-ce que ça va? Vous êtes toujours réveillés? Donc Neptune, donc il ne faut pas oublier qu'il fait quand même partie de la fête, lui, il n'est pas en aspect là, sauf de sextile avec Pluton, comme on l'a vu au début de la conférence. Neptune, c'est le grand idéaliste, depuis sa découverte en 1846, il a fait naître la conscience de l'unité des peuples et des idéaux de partage des richesses.
Il a fait apparaître la spiritualité au-delà des diverses formes religieuses. Il nous dit que nous avons une âme et que l'humain peut être sublime. Peut-être, pas toujours. Il nous parle de compassion, de solidarité et d'amour universel. Il appelle l'ange en nous et cherche à nous extirper de notre lourdeur terrestre. Il nous appelle vers l'extase d'une humanité unifiée. Donc Neptune, c'est tout cet appel qui est en nous. Et actuellement, en plus, il est en poisson, donc du coup, il parle assez fort. Hein. Et son dernier passage en poisson, c'était les grands mouvements sociaux du XIXe siècle. Voilà. Donc du coup, on a vraiment chez Neptune cette dimension, par exemple, quand on parle beaucoup des solidarités par rapport aux Gilets jaunes, l'expérience de la solidarité qui revient. Hein. Là, Neptune apparaît. Donc on voit de plus en plus Neptune réapparaître sous différentes formes. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Dissoudre nos anciens idéaux politiques, quitte à générer un chaos, pour permettre de laisser émerger une intuition, une vision du vivre ensemble, une nouvelle approche plus vaste sur le plan humaniste. Il développe une vision unitive du monde, la Terre dans un mouchoir de poche. Alors, là, je vous ai fait du Neptune planant, hein. Des fois je vous fais du Neptune descendant. Là, je fais du Neptune planant. Mais ceci dit, comme il est en poisson, il a une puissance quand même de travail en dessous ou avec tout ce dont je viens de vous parler. Et donc, je vous ai mis une phrase de Thich-Nhat Hanh. Il est possible que le prochain Bouddha ne se manifeste pas sous la forme d'une personne. Le prochain Bouddha prendra peut-être la forme d'une communauté. Une communauté mettant en pratique la compréhension et la bonté aimante. Une communauté mettant en pratique une façon de vivre en pleine conscience. Et cette pratique peut être portée par un groupe, une ville, une nation. Cela pourrait bien être notre contribution la plus importante à la survie de la Terre. Ça tombe plutôt bien, hein? Et je pense qu'on, quelque part dans nos inconscients, on attend toujours un sauveur, toujours un homme en plus, une sauveuse qui arrive, quelqu'un qui enfin va arriver et faire quelque chose d'extraordinaire. Et quand j'ai lu cette phrase, je me dis, mais c'est lui qui a raison. C'est fini ça. C'est fini. C'est ensemble. Alors c'est plus compliqué. Et ça ressemble à ce travail. Voilà. Et donc il y a Neptune en besoin. Voilà, un petit coup sur la dia, et hop, voilà la tête d'Uranus. Donc Uranus, lui, il est en taureau de 2018-2019, et jusqu'en 2026, donc il a du temps. Hein. Le dernier passage, c'était entre 1935 et 1942. Son action, en taureau, il nous appelle des révolutions dans notre façon de penser l'économie. C'est un temps propice pour permettre de grandes remises en cause et de nouvelles conceptions sur la gestion des ressources. Toujours des ressources. Espérons des innovations pour une gestion plus juste des flux financiers dans le monde. Je mets à voir pour la suite, parce que là, je continue de rêver. Hein. Mais, donc, sachez qu'il peut y avoir, dans tout ce que je n'ai pas dit, mais de grosses déstabilisations quand même, donc tout ce qui peut être le monde de la finance, gestion des finances, gestion des ressources. Uranus étant quand même un tout petit peu rebelle et générant quand même une situation de crise. Voilà, c'est pas le moment, voilà, c'est un moment où il faut savoir qu'il y a de l'instabilité, je pense que vous le savez déjà. Et dans les questions matérielles, financières, quand je parle de mettre en adéquation des pensées et des actes, il faut être très attentif où on met notre énergie, mais aussi où on met notre argent. Parce que notre argent, c'est notre énergie. À quel endroit je mets mon argent? Bon, si j'en ai pas, j'ai pas la question. Vous allez dire, ça c'est la première chose. Mais si j'en ai ne serait-ce qu'un peu, à quel endroit je le mets? Et à quel endroit, quel est l'endroit que je vais nourrir de mon argent? Alors je parle là de où est-ce que je le dépose en banque, hein, voilà. Je parle là, si je soutiens les associations, où est-ce que je mets l'énergie? Où est-ce que je choisis de mettre cette énergie? Hein? Si, parce que j'adore les actions, parce que normalement ça rapporte, ça prend sa paire, si je mets mon énergie dans tout ce système, je mets mon énergie dans le système des actions, hein, et dans le système inflationniste. Bon, ailleurs ça rapporte beaucoup, hein, c'est sûr. Là, je profite. Hein. Où est-ce que je mets mon énergie? Donc c'est très très important ces questions d'argent, parce que c'est très pragmatique. Hein. Comment je fais? Comment je gère?
Et donc à quoi je donne de l'énergie dans le monde, du coup. Donc Uranus en taureau, il va nous secouer un peu sur tout ça. Là, je vous ai fait plus du Pluton que de l'Uranus, mais Uranus, il va déstabiliser les systèmes par rapport à la gestion des ressources, donc il va s'attendre à de grands changements par rapport à tout ça. Au niveau individuel, il nous déstabilise de nos attachements matériels, affectifs et gestion de notre confort. Il s'agit d'accepter les évolutions proposées en développant le détachement, c'est l'opposé du taureau. Mais aussi d'être créateur de nouvelles solutions dans notre rapport à la nature, à la croissance, à la construction et à l'amour. Le taureau, signe est un païen, la vie est son sacré. Donc on peut penser qu'Uranus va nous apporter, au fur et à mesure de ces temps, aussi beaucoup d'idées novatrices pour notre rapport. Voilà, alors nous avons vu les positions planétaires de l'année, nous avons vu le cycle, la toile de fond, poser les fondations, et donc nous en sommes à la synthèse. Action. Alors, l'homme est un risque à courir. Elle n'est pas magnifique celle-là? Ambiance Saturne Pluton. Voilà, bonne année. Hein. C'est vrai que j'ai pas vraiment fait de synthèse, mais je pense que c'était assez clair. Hein. Les fondations, après Uranus-Neptune qui joue en cycle de toile de fond, hein, et les enjeux, hein, je pense, d'une période où il faut vraiment savoir sélectionner, choisir les projets sur lesquels on met de l'énergie. Voilà, que la lumière et la sagesse vous accompagnent, nous accompagnent. Si vous désirez ça, je crois que